Bonsoir, je me tape la moitié du visage entièrement faite de luminescence et de luminaire, de lumière qui m'arrive en plein dans la gueule. C'est ça de travailler effectivement l'été, c'est ça qui est beau, hein, quand le soleil commence à revenir, ben, j'ai limite pas besoin de ma lumière parce que je me tape directement tout ça à moitié dans la gueule, c'est beau. J'ai l'impression d'être un Twix multicouche. Comment allez-vous ce soir, messieurs, dames, pour parler du cinéma de Zack Snyder? Alors, sujet assez peu original dans la mesure où Army of the Dead est déjà arrivé. Sujet assez peu original dans la mesure où je pense que même avec Justice League Snyder Cut qui était sorti il y a pas très longtemps, eh bien absolument tout le monde en avait parlé aussi effectivement déjà à ce moment-là. Donc je pense que c'est pas spécialement original, mais c'est vrai que j'avais envie d'en parler autour d'un sujet un petit peu plus particulier, qui serait un sujet autour du blockbuster d'auteur. Est-ce qu'on peut considérer Zack Snyder comme un véritable auteur du cinéma? Pour moi, la réponse est oui, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi après avoir fermé quand même mon store, parce que là, je vous jure sans déconner, cet aspect double face, il est absolument anthologique. C'est absolument fabuleux ce qui est en train de se passer, mais je pense que sans lumière, ce sera quand même un petit peu plus classe. J'ai l'impression de me retrouver. Regardez comme c'est beau. On a l'impression d'être quand même tout de suite beaucoup plus élégant avec zéro nuance de clarté sur la gueule. Comment allez-vous depuis hier? Petite information pour tous ceux qui étaient là hier, qui ont vu le live assez chaotique, mais live intéressant quand même autour de Star Wars. Je ne republierai pas le live, mais j'en ferai une vidéo. Pour tous ceux qui étaient là hier, il y a eu en simultané un petit peu plus de 2000 personnes, donc il y a peut-être des gens qui étaient là. La création d'un film d'horreur idéal Star Wars, je reviendrai dessus en vidéo parce que je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant, je pense, à étudier avec toutes les idées qu'on avait eues, avec toutes les thématiques qu'on a abordées. Donc tous ceux qui n'étaient pas là, je ferai une vidéo encore plus approfondie en gardant les thématiques et puis en trouvant là pour le coup un véritable casting, un réal, etc. Mais ce sera en vidéo. Je vous dis pas maintenant, ce sera sûrement à la rentrée, hein, aux alentours de septembre, mais ce sera le cas. Et la vidéo Rick Grimes, quel est le film Rick Grimes idéal, partie 2, arrivera lui demain, c'est sûr, à 100%. On est dans de la création, là, on est dans de la fanfiction, et c'est beau, c'est noble, et ça ne mange pas de pain, j'ai envie de vous dire. Quand on parle de Snyder, on met le costume, les grandes valeurs se perdent. C'est vrai, effectivement. Bon, j'ai mis mon costume Value Artworks, quand je serai grand, je serai John Berntal. Est-ce que ça marche? J'ai mis un costume Jurassic Park, est-ce que ça marche? Non. Mais en tout cas, l'important, c'était d'essayer. Mais l'important était d'essayer. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura la vidéo parce que le live, c'est vrai que j'ai même pas, je l'ai sauvegardé pour récupérer les idées. Je vais pas vous mentir, j'ai même pas essayé de regarder un petit peu comment je pouvais faire le montage parce que je pense que ça ne servait strictement à rien dans le sens où c'était beaucoup trop compliqué. On était parti sur des idées un petit peu alambiquées alors que je pense qu'il y avait beaucoup plus intéressant. Parlons peu, parlons bien. Enfin parlons peu, parlons un peu quand même parce que ce serait meubler du vide. Zack Snyder, je vais vous donner des petites informations avant pour qu'on se le remette un petit peu quand même pour qu'on se le remette un petit peu en tête. Le cher Zack Snyder, nationalité américaine, né le 1er mars 1966, 55 ans. Il est, disons, comment dire, euh, assez jeune encore dans le milieu, c'est-à-dire qu'il a encore, à mon avis, de belles années devant lui, même si 55 ans, il a quand même une carrière qui commence dès 2004. Donc j'ai envie de dire finalement une carrière qui commence à peu près autour d'une trentaine d'années. C'est plutôt en général la belle... J'ai envie de dire que c'est pas forcément la bonne époque, mais en tout cas, c'est qu'il a commencé sa carrière vraiment de réalisateur avec notamment L'Armée des Morts, qui est son premier film. Il s'est attaqué quand même à quelque chose qui avait un background, hein, par rapport à tout ce qui va être reboot, remake, plus ou moins déguisé, voire même plus que moins, du film de Romero. Donc il a quand même commencé avec quelque chose d'imposant aux alentours d'une trentaine d'années, et il a continué sa carrière par la suite. Donc c'est encore quelqu'un qui est relativement jeune. Zack Snyder, on en reparlera parce que je pense que c'est intéressant, qui était quand même considéré comme l'un des points d'orgue de la publicité britannique, il faut le savoir. Il a commencé aussi dans la pub avant d'arriver avec son premier film, L'Armée des Morts. Derrière L'Armée des Morts, il enchaîne avec, pour ce que beaucoup considéreront être peut-être sa plus grande prestation, ça se défend, ça se bat même, ça se combat un petit peu sur les deux films qui suivent, à savoir 300, avec Gerald Butler, et puis ensuite Watchmen les Gardiens. Donc là encore une fois, L'Armée des Morts, plus ou moins reboot, plus ou moins remake, on est déjà dans un système qu'on connaît. 300, on verra que c'est quand même l'un des arguments pour moi de la grande mythologie Zack Snyder. Watchmen, on reprend des comics. Donc on est dans des univers, techniquement, même 300, hein, qui est
une, entre guillemets, libre interprétation de ce que pouvait être l'origine spartiate. On n'est pas encore vraiment sur de la création pure, même si globalement ça reste de l'ordre de films qui, je crois, sont des scénarios de lui. Alors non, pas pour l'Armée des Morts, mais en tout cas pour 300, c'était le premier film qui scénarisait intégralement. On y reviendra sur la partie création. Le Royaume de Ga'Hoole, qui est un film d'animation que je n'ai pas vu, c'est le seul que j'ai pas vu. En 2011, il revient avec, entre guillemets, le mal-aimé Sucker Punch. Je dis le mal-aimé parce qu'il a été largement réhabilité. C'est vrai que pour beaucoup, ça a été, entre guillemets, jusque maintenant, le film le plus faible de sa filmo. Je dis en règle générale, parce que moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Évidemment, ensuite, il s'attaque à Man of Steel, il prend les rênes de l'univers d'ici, du côté de chez Warner. On verra, on en parlera après de ce que ça a donné. Batman v Superman en 2016, Justice League en 2017, là, Joss Whedon Cut qu'on va donc du coup totalement éliminer. Zack Snyder, Justice League en 2021. Beaucoup de temps d'absence, 5 ans d'absence. Malheureusement aussi au détour de ce qui est arrivé à sa fille. Et puis Army of the Dead aussi en 2021. Il est à l'origine de plusieurs courts-métrages. Il a fait beaucoup de clips vidéo aussi dans les années 80-90, surtout dans les années 90, avec plus d'une dizaine de clips, notamment pour les ZZ Top. Là, je regarde pour Morrissey, pour Peter Murphy, pour Sol Asylum, bon, pour quand même des mecs assez chevronnés. Et puis scénariste, quand même, de Sucker Punch, de 300, La naissance d'un empire. C'est lui qui est au scénario du deuxième film, qui est quand même beaucoup moins bon que le premier, même si je l'ai plutôt apprécié pour Eva Green, on va pas se mentir. Et puis, au niveau de l'histoire, Zack Snyder Justice League, Wonder Woman aussi, hein, l'histoire était de lui. Première, évidemment, en considération qu'il va falloir prendre en compte, écrire une histoire n'est pas pareil qu'écrire un scénario. C'est deux choses sur lesquelles on reviendra par la suite, notamment vis-à-vis d'Army of the Dead, puisque Army of the Dead, c'est vrai que j'ai vraiment très peu apprécié le long métrage, et je l'ai trouvé particulièrement moyen, notamment au niveau du scénario, de l'histoire, etc. L'histoire était de Zack Snyder. Le scénario était de Zack Snyder en partie, mais il est beaucoup plus spécifié autour de deux acolytes qui ont travaillé avec lui. C'est quelque chose qui est intéressant, je pense, à savoir aussi, puisque on part directement du principe que si le scénario, c'est vrai, était abscon au possible, c'était aussi pas uniquement dû de la faute de Zack Snyder, mais si l'histoire, en règle générale, était pas terrible, on y reviendra. Est-ce que Zack Snyder est véritablement bon pour créer des histoires, pour parler d'histoires, etc. Là aussi, je trouve que oui, mais on y reviendra. Et la première question que j'ai envie de vous poser directement, quel est le film que vous avez préféré de la filmographie de Zack Snyder? On y reviendra ensuite parce que je pense que voilà, il va y avoir vraiment trois thématiques bien différentes que je vais aborder autour justement de la création, autour de l'auteur et puis autour de l'esthétique qu'il a réussi à en emmener. Parce que pour moi, un auteur est aussi quelqu'un qui est capable d'apporter une véritable esthétique et capable d'apporter quelque chose au monde du cinéma, quelqu'un dont on reconnaît la patte. Et je pense que s'il y a bien quelqu'un dont on reconnaît la patte aujourd'hui, ça reste Zack Snyder. Prenons les réponses. Justice League, Watchmen, 300, Man of Steel et 300, sans conteste. Alors n'hésitez pas, hein, comme pour l'instant, on est encore en petit comité, comme tout le temps maintenant sur mes lives YouTube, malheureusement, on est toujours en petit comité, mais j'essaie de lire un maximum de vos réponses. Army of the Dead, ah oui, vraiment, carrément. Carrément. C'est vrai que Berntal ne reviendra pas dans The Walking Dead, bah, je vois pas pourquoi... Alors dans la mesure où il est mort il y a 10 saisons et qu'il est déjà revenu en saison 9, oui, ça me paraît plausible qu'il revienne pas, je vois pas pourquoi il le ferait revenir. Parce que je vois les messages juste avant. 300, Batman v Superman et 300, Man of Steel et Watchmen, 300 vraiment lancé le réalisateur, Watchmen 300, Justice League. Bon, ça se résume toujours beaucoup autour des mêmes films. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, avec Watchmen, avec 300, avec Man of Steel, on va en revenir finalement à ce que moi je trouve très fort chez Zack Snyder, ce qui est pour moi indéniable, c'est la création et l'esthétique qui en font pour moi un cinéaste d'auteur. C'est vrai que quand on regarde finalement la filmo de Zack Snyder, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément gravité toujours autour des mêmes sujets, mais on peut pas reprocher à Zack Snyder d'avoir tenté plusieurs choses, mais d'avoir quand même un style qui lui est propre, ou en tout cas de ne pas avoir, je trouve, et ça c'est vrai, manœuvré dans énormément de styles filmiques différents. Quand on prend Batman v Superman, Man of Steel, Justice League, Watchmen, même si Watchmen est diamétralement différent, on est dans l'univers du comics. On regarde ensuite Army of the Dead, l'Armée des Morts, on est dans l'univers des morts. Et puis même, en règle générale, quand on reprend Zack Snyder Justice League, on voit bien beaucoup de réminiscences, notamment à la mythologie qui lui est chère, mythologie qui était déjà le cas dans 300. Finalement, il n'y a guère que Sucker Punch, qui pourrait potentiellement être
l'un des films, entre guillemets, les plus inédits de Zack Snyder, mais c'est quelqu'un qui, je trouve, ne prend pas énormément de risques. Mais c'est aussi peut-être là où on va justement marquer en point d'orgue que ça reste un auteur et que ça reste un créateur qui a une patte graphique qu'on lui reconnaît entre mille. Je trouve que c'est pas quelqu'un qui a pris énormément de risques dans l'industrie du cinéma, et c'est pas quelqu'un qui est allé sur plusieurs registres différents. On l'a pas vu par exemple énormément dans la comédie, on l'a pas vu dans le drame, on l'a pas vu dans des films réalistes, il faut quand même bien le reconnaître, c'est-à-dire que hormis peut-être éventuellement Man of Steel, qui portait un regard peut-être un peu plus humain, et encore, est-ce qu'on peut vraiment qualifier Man of Steel ou Batman v Superman de films un peu plus réalistes? Je pense que techniquement, et ça on sera tous d'accord là-dessus, le vrai réalisateur qui a été capable de mettre une pointe et une touche réaliste dans l'univers des super-héros, un de ceux, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, mais un de ceux, ou celui qui a le plus réussi, ça reste évidemment Christopher Nolan avec sa trilogie Dark Knight. Donc pour le coup, je pense que Zack Snyder ne navigue pas encore tout à fait sur le registre réaliste et ne navigue pas encore dans l'évolution du drame, dans des thèmes inattendus sur lesquels justement on attendrait de le voir venir. Oh, tu parles d'un de mes chouchous. Comment ça va, Lofi? Bah justement, on était en train de se poser la question, est-ce que Zack Snyder est un auteur qui navigue autour du blockbuster, mais qui est un auteur? Est-ce que c'est un créateur? Est-ce que c'est à quelqu'un qui a une patte graphique? Et les trois réponses sont oui à chaque fois. Et c'est justement là qu'on va essayer de le développer. Pourquoi Zack Snyder, pour moi, est un auteur? Et c'est la première chose que je voulais justement, moi, spécifier de la façon dont je vois le cinéma. C'est-à-dire que c'est que de mon œil, entre guillemets, cinéphile ou cinéphage. On reviendra pas sur cet énième débat qui, pour moi, n'a aucun intérêt. Mais c'est vrai que de mon point de vue, de mon visuel, un auteur est quelqu'un dont on va reconnaître la patte pour n'importe quel registre que ce soit. Un réalisateur, on peut reconnaître sa patte dans la manière de développer le sens du drame, dans la manière de développer le réalisme. Nolan, pour moi, c'est aussi un auteur, parce qu'il y a une patte, je trouve, chez Nolan, qui est extrêmement proche du réalisme, dans énormément de configurations différentes. Pour moi, c'est un maître du réalisme. Interstellar, les Dark Knight, même Tenet récemment, c'est vrai qu'on a cet univers extrêmement réaliste qui pour moi en rend finalement quelque chose de l'ordre du cinéma d'auteur. On revient sur Zack Snyder, pour moi c'est un auteur pur puisque c'est un des seuls, et c'est vrai qu'on le retrouve avec 300, pour moi c'est un auteur car l'un des seuls à avoir cette patte graphique qui a véritablement refaçonné pour moi, je trouve, le style cinématographique à une époque où on arrive à l'origine des années 2000, où on n'avait pas encore eu l'occasion de voir ça, et pour moi, j'appelle à la barre le film 300, qui est la vision propre de ce style graphique de Snyder, qui va se revoir par la suite dans de nombreuses séquences avec Wonder Woman, qui se revoit dans le style musical qu'on retrouve sur le thème de Wonder Woman dans Batman v Superman, dans ses ralentis, dans cette esthétique, dans cette volonté et cette tradition, si j'ose dire. Lofilm sera sûrement d'accord avec moi, et je sais que Morgan le serait, puisque Morgan est un grand fan de Zack Snyder, et on en avait beaucoup parlé, c'est cette idée de peinture en mouvement. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais je pense que quand on regarde, surtout dans l'utilisation des ralentis, mais quand on regarde les ralentis de Zack Snyder, la manière dont il va mettre en scène certaines situations iconiques, quand tu regardes ces ralentis, que ce soit dans 300, Batman v Superman, Justice League, Sucker Punch, là même Army of the Dead, beaucoup moins parce que je trouve que c'est très terne, mais dans l'ensemble de ces films-là, tu as toujours, comme le dit Gork, voilà une idée un peu de fresque en mouvement. C'est-à-dire que tu vois une fresque, tu vois une peinture en mouvement, proche de toute façon à ce qu'est, et ça c'est indéniable puisqu'il l'a dit à de nombreuses reprises, et Morgan en avait fait un papier là-dessus, je crois même un master là-dessus, c'est de la peinture en mouvement. Il y a cette idée divine d'une peinture en mouvement que je trouve vraiment intéressant. Alors je suis obligé d'interrompre mon live maintenant parce qu'il y a Cora qui a envoyé un petit chaton dans une box. Est-ce que c'est un message caché pour me dire que ça y est, tu as trouvé un moumou? Un Tekemura, un moumou. Moi, je l'aurais appelé Tekemoumou, moi, ça aurait été beau aussi, mais est-ce que ça veut dire que tu as trouvé un coup de cœur et que tu attends d'avoir validation? Parce qu'on n'en voit jamais, on n'en voit jamais des chatons dans une box comme ça, dans un chat par hasard. Nolan, pour moi, c'est Jonathan le génie en écriture, et Nolan maîtrise la mise en scène naturiste. Oui, alors après, bon, en termes de... Moi, je parlais plutôt d'un point de vue visuel, là, pour le coup. Nolan, pour moi, c'est là où tu seras peut-être d'accord, c'est d'un point de vue visuel, on est... Toi, t'appelles ça naturiste, moi, j'appelle ça réaliste. C'est peut-être un petit peu plus technique de ta part, mais moi, c'est cette idée de... Ouais,
moi, je trouve que chez Nolan, il y a cette idée de fresque réelle, où tu as véritablement l'impression de voir quelque chose de réaliste face à toi, peu importe le sujet qu'il entreprend, peu importe le film et la thématique qu'il va aborder. Il y a souvent son frère, effectivement, qui est derrière, et qui est quand même un écrivain talentueux, parce que c'est le mec qui te sort de Westworld. Et bizarrement, Westworld, c'est le monde robotique réaliste. Tout simplement. Donc c'est des auteurs. Pour moi, c'est des auteurs. Maintenant, derrière, y a effectivement, je trouve, un travail d'auteur chez Zack Snyder, dans sa patte artistique, dans sa patte graphique, dans la manière dont il va aborder la peinture, et je trouve que ça touche régulièrement au divin. C'est pas étonnant si pour moi il mise dans Man of Steel et dans beaucoup d'autres films, je trouve qu'il met l'accent sur la notion de Dieu, puisque là on est dans un côté particulièrement esthétique qui rapproche au divin, mais même dans son écriture, même dans l'histoire qu'il représente, c'est le rapprochement à Dieu, la figure de Superman, l'homme contre le dieu, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Lex Luthor. Mais c'est quelque chose finalement qui est logique, puisque tu sens que c'est dans les inspirations. Alors je sais pas d'où il puise ses inspirations, ou si c'est parce que c'est le fanatisme de ses anciennes, peut-être de son enfance, ou c'est des sujets mythologiques qui l'inspiraient énormément quand il était gosse. Je pense que rien n'arrive par hasard. Mais quand tu regardes finalement le ciné de Zack Snyder, Man of Steel, Justice League, Batman v Superman, c'est la mythologie, c'est l'homme contre Dieu. Dans Justice League, il se casse quand même le cul à faire venir Hercule, à faire revenir énormément la mythologie des Amazones. On sent que ça lui tient à cœur dans la version de 4 heures qu'on a vue, parce qu'effectivement, c'est quand même quelqu'un qui va nous redorer, si tu veux, ce blason-là. La musicalité autour de Wonder Woman fait très aussi 300 et récupère un petit peu ce côté mythologique. Il commence avec 300, qui est littéralement un film mythologique à sa sauce. Il y a cet aspect de création, moi je trouve, dans... C'est Zeus, c'est pas Hercule? Ouais, c'est Zeus. Ah oui, mais alors les deux se ressemblent énormément, mais ça peut être Zeus, ouais. C'est ça, il faudrait que je me repenche dessus. Je pense que d'ailleurs, en plus, t'as raison, puisqu'il me semble bien l'avoir dit dans ma critique. Donc c'est pas Hercule, c'est Zeus. Bon, on est plus ou moins dans les mêmes théories, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Mais merci de me l'avoir rappelé. Qu'on touche, si vous voulez, au divin, à la culture divine. Et il y a d'autres éléments qui vont venir après toucher justement, parce que là je vous parle de thématiques d'écriture qui vont toucher justement à son esthétique, et qui en font pour moi un auteur. Parce que faire de l'esthétique comme ça, c'est vrai, avec des ralentis, une image extrêmement colorée, l'utilisation des fonds verts que lui a quand même créé, notamment sur 300, peut-être pas créé, mais sublimé, magnifié d'une manière qu'on avait rarement vue auparavant. Il y a tout ce style-là qui te ressort des films de Zack Snyder, mais la question est-ce qu'il en fait quelque chose? Et moi, je trouve que oui, là-dedans. C'est à cause de son amour pour John Boorman et Excalibur, ça l'a marqué, le récit initiatique, le côté mythologique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des thématiques, en fait, qui reviennent assez régulièrement, qui doivent revenir probablement, et tu le dis très bien, à des thématiques qui l'ont fait grandir, qui l'ont fait rêver, à l'amour particulier. Et ça se ressent. Ça se ressent parce que je pense que dans un film comme Justice League, sur 4 heures de temps, il te rajouterait pas 1 heure de mythologie, qui serait des images qu'il remet dans sa version finale, définitive, etc. Si ça lui tenait pas particulièrement à cœur, il aurait pas ce côté divin, il récupérerait pas, tu vois, cette idée un petit peu à la Excalibur, mais je pense que, à mon avis, quelqu'un comme Zack Snyder, qui soit assez intéressé à certaines mythologies comme Conan le Barbare, etc., ça m'étonnerait pas non plus, parce qu'il y a quand même ce côté surhomme, au-delà de l'être humain. Pour moi, c'est des thématiques qui sont intéressantes quand elles sont maîtrisées, et pour le coup, dans la mesure où elles sont maîtrisées, elles sont mises au service, ou l'esthétique plutôt est mise au service de cette imagerie-là. Et il a une vision, il a une imagerie. C'est indéniable. Pour moi, c'est littéralement indéniable que c'est quelqu'un qui va utiliser son esthétique pour rendre hommage à tout l'amour qu'il a pour la mythologie, pour le cinéma, pour des choses qui l'ont fait grandir, mais toujours en prenant en considération, si vous voulez, des tas de thématiques différentes. Je sais que là, depuis quelque temps, et on l'a vu dans Army of the Dead, même si c'est mal maîtrisé, et c'est ce qui me fait penser que peut-être Zack Snyder arrivera dans des films peut-être un peu plus intimistes, dramatiques dans peu de temps. Il y a aussi cette relation paternelle qui se dégage de plus en plus, je trouve, de ses œuvres, notamment aussi peut-être par rapport à la disparition de sa fille, ça c'est indéniable, mais j'ai trouvé que dans Army of the Dead, il avait, comment te dire, il avait cette vocation, il avait cette vision de vouloir transmettre quelque chose par rapport à ses écrits, par rapport à son histoire. Pour le coup, je trouve que le récital scénaristique de Army of the Dead est proche du néant.
entendre Dave Bautista me parler de food truck, etc. pendant plus de 2h30. Bon, j'ai fait une petite overdose, mais il y a quand même cette ambition-là, je pense, d'avoir plusieurs écrits qui vont justement se marier à ces amours en règle générale. Et dont l'esthétique va justement, et que l'esthétique, pardon, va justement sublimer dans ce côté divin qui va se rapprocher à la vision qu'il peut avoir de la peinture, une vision qu'il peut avoir aussi de fresques mythologiques, une vision qu'il peut avoir de la sculpture. Et c'est là qu'on voit que c'est quelqu'un, pour moi, qui est quand même assez touche-à-tout et qui va... Parce que j'entends beaucoup de choses comme ça en règle générale, et c'est des choses qui m'étonnent un petit peu. J'entends régulièrement des gens très hermétiques au cinéma de Zack Snyder qui vont pas hésiter à nous dire que Zack Snyder est un étron. Que c'est quelqu'un dont les ralentis à outrance, l'esthétique très fond verrienne, je suis pas le premier, effectivement, grand amateur de ce genre d'esthétique-là. Faut bien reconnaître que dans 300, tu peux difficilement faire autrement, et c'est particulièrement maîtrisé, parce que quand t'as la patte Zack Snyder et qu'elle est bien faite, tu le sens que c'est chiadé. Exactement comme c'était le cas dans la Justice League. Pourtant, derrière, effectivement, moi je suis plus practical effect. Hein. Moi j'aime beaucoup plus ce genre de système où on peut toucher les choses, voir les choses, filmer dans des véritables décors. Mais il y a des gens qui sont assez hermétiques au cinéma de Zack Snyder pour des scénarios un petit peu faiblards, pour finalement une réalisation assez sommaire qui ne mise que sur cette esthétique-là. Et moi je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a quand même un côté visionnaire pour sortir ça dans les années 2000. Alors c'est Lofin qui le disait aussi vis-à-vis de l'Armée des Morts, qui est visuellement à partir dès le début des années 2000 entre imagerie MTV et documentariste. Voilà, c'est exactement ça. Du côté de Dawn of the Dead, t'as une image qui est quand même beaucoup plus... la pellicule et le grain, ouais, est beaucoup plus... comment te dire, beaucoup plus authentique. Comme si c'était quelque chose que tu pouvais vivre du point de vue des personnages. Et comme si finalement, bah, c'est ce que tu dis par rapport à un côté documentarisé, c'est vrai que j'ai toujours vu Dawn of the Dead comme un film où le spectateur était littéralement, mais c'est ça qui est bien aussi, et c'est pour ça qu'il y a une intelligence chez Zack Snyder là-dessus pour faire ce film-là. Faut pas oublier que Dawn of the Dead, c'est un huis clos pour la plupart de son film qui va se passer dans un environnement confiné. À partir de ce moment-là, prendre le spectateur à partie et l'emmener littéralement là-dedans par certaines images, ça donne un côté peut-être effectivement réaliste, et qui pourrait être filmé finalement par le moindre des spectateurs, par un grain beaucoup plus terne, par une image beaucoup plus... comment te dire, par une image beaucoup plus sale, mais pas dans le mauvais sens du terme, beaucoup plus sale finalement dans la manière dont ça va être filmé. Et corrige-moi, Lofin, si je me trompe, mais c'est pas étonnant, je crois, de savoir que la fin du film est d'ailleurs en fan footage, me semble-t-il. Enfin, en fan footage, disons que c'est plus ou moins en caméra embarquée, puisqu'il me semble que c'est une caméra qui tombe sur le sol, avec des dizaines et des dizaines de zombies qui arrivent dans un climax à la fin du film. Donc effectivement, il y a encore une fois ce côté un petit peu documentariste, ce côté de presque en fait un film-clip. Presque comme si on était sur un film-clip. Alors toi, tu cites MTV, mais moi, j'aurais pu en citer d'autres, effectivement, qui sont typiquement, en fait, de cette époque des années 2000, où on a des images un petit peu crades, on est dans un environnement assez particulier. Et voilà, ouais, ça se rapproche un petit peu du fan footage sans vraiment l'être, sauf à la fin où il décide de se lâcher. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pourtant son premier film, et c'est là où bah, il a proposé finalement la seule petite prise de risque qu'il pouvait avoir, et la seule chose qui n'a pas véritablement fait partie de son cinéma par la suite, parce qu'on a 300, on a Watchmen, Sucker Punch, Man of Steel, BVS, Justice League, Army of the Dead. Army of the Dead est un petit ovni dans sa cinématographie, mais sinon, pour le reste, on est typiquement dans l'ordre de son esthétique. Photographie très brûlée. Voilà, c'est ça, ouais. C'est une photographie où t'as l'impression... j'allais te dire une photographie un peu tarantinesque. On est un petit peu, je trouve, tu me diras, mais... on est à la limite d'un long métrage, en fait, qui se situerait à une époque un peu Grindhouse. Moi, je considère un petit peu ça comme ça, tu vois. C'est-à-dire que Dawn of the Dead, dans son esthétique, dans sa pellicule, on a un léger côté Grindhouse, mais pas tout à fait assumé. Ce serait un peu le Grindhouse des années 2000. Là où Tarantino, par exemple, dans Boulevard de la Mort, ou dans des films comme ça, ou même Planète Terreur de Rodriguez, putain. Oh, Dieu bénisse le père Rodriguez, qu'est-ce que je l'aime ce mec. Là où Rodriguez et Tarantino, eux, ils étaient carrément partis dans le côté Grindhouse de l'époque. Et là, on est dans un Grindhouse, je pense, typiquement de l'ordre des années 2000, où bah finalement, c'est le seul truc qui n'est pas Snyderesque. Quand tu regardes Dawn of the Dead, c'est un très bon film, c'est suffocant. Tu retrouves quelques thématiques qu'on retrouve dans Army of the Dead, hein, avec la naissance du bébé à moitié zombie. Tu vois qu'il a les thématiques qui vont reprendre par la suite avec Army of the Dead
Et puis le zombie enceinte, alors là c'est beaucoup plus appuyé, mais quand tu l'appuies pas justement à ce niveau-là, et quand tu ne vas pas chercher, si tu veux, la mythologie zombie telle qu'il a pu avoir dans Army, je trouve que moi, ce que fait Zack Snyder finalement dans Dawn of the Dead, c'est pas de l'anti-Zack Snyder, c'est du Snyder qui doit faire ses preuves, je pense. Disons que quand il prend ce film-là, il va aussi respecter une partie de son amour pour le cinéma de genre et pour le cinéma d'horreur zombie, comme il l'a repris avec Army of the Dead derrière. Mais c'est pas étonnant de voir que Zack Snyder, dans les années 90, il fait beaucoup de clips vidéo, et c'est pour ça que je voulais en parler, beaucoup de publicité aussi britannique, parce que effectivement, je pense que quand tu vois Snyder à l'œuvre dans Dawn of the Dead, tu peux voir un clip, alors MTV, où tu peux voir un clip vidéo de presque 2 heures, bien mieux filmé, bien mieux maîtrisé, mais avec ce grain, cette pellicule un petit peu sombre, cette pellicule un petit peu sale, un petit peu obscure, Grindhouse. Mais Grindhouse des années 2000, comme on pouvait l'avoir à cette époque-là. C'est-à-dire que ouais, c'est vrai que Dawn of the Dead, pour moi, il y a ça. Et même dans la manière de filmer et dans ses cadrages, il me semble qu'il y a des cadrages en vue à la première personne par moment, notamment en voiture, où tu es littéralement à la place de la caméra et te t'imbriques là-dedans. Et on est encore dans ce système, si tu veux, de vue à la première personne et puis de vue un petit peu documentarisée. Me semble-t-il d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup d'images d'archives et beaucoup d'images, tu me rediras le film là-dedans parce que je l'ai vu il y a un moment. Je sais que c'était le cas dans la bande-annonce, ça c'est sûr, parce que je me souviens bien de la bande-annonce, mais je pense que c'était le cas dans le film aussi, qu'il utilisait des images d'archives et des images de journaux télévisés. Beaucoup. Pour illustrer un petit peu son propos. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on garde ce côté un petit peu documentarisé. Je vais revenir, parce que je crois que j'ai eu un don. Oui, merci beaucoup Félix. Merci pour le don. Sucker Punch, film excellent sous-côté de Snyder. Le retour de Vanessa Hudgens après High School Musical, doublé par la sublime Adeline Chotaille. Meuf en minute nue, des guns et du graphique. Sucker Punch est pour moi un film extrêmement sous-côté aussi dans ce qu'il a voulu transmettre. Je pense qu'en fait, les gens l'ont appréhendé pour de mauvaises raisons. Et c'est des choses qui sont dommages. Et je vais prendre 2 parallèles particuliers que j'ai reçus avec un commentaire que j'ai eu tout à l'heure, que je trouve aberrant. Vraiment. C'est un commentaire un peu... quand même. Sucker Punch, beaucoup de gens ont trouvé que c'était un film con à mourir, et que c'était l'enfant terrible du cinéma de Snyder, qui se perdait dans un scénario qui a aucun sens, vraiment nanar, série B, à peine assumé, etc., qui n'avait pas grand intérêt, ni scénaristique, ni même visuel, que c'était Snyder qui s'amusait juste à faire du Snyder. Et j'ai vu des gens qui ont, dans ma critique, alors que pour le coup, moi je trouve que oui, Zack Snyder se fait plaisir, oui, c'est pas l'un de ses meilleurs films, mais dans Sucker Punch, il y a encore une volonté esthétique, il y a une véritable envie de rendre hommage et de faire plusieurs références aussi à de nombreuses thématiques qui ont été les fers de lance aussi du cinéma de Zack Snyder, de la vision de Zack Snyder, et tu peux la retrouver à de nombreux moments. En termes d'esthétique et de prestance, c'est quand même un film qui est assez irréprochable dans ce qu'il tente de transmettre. Là où, pour le coup, des gens dans les commentaires d'Army of the Dead m'ont dit dis donc, vous... je déteste ça, mais vraiment, moi, c'est un truc qui m'horripile. Vous, les critiques. Déjà, les critiques. Tu sens que, alors là, le mec, il se dit que, attention, nous, on bosse littéralement avec Snyder, hein, c'est-à-dire qu'on est les critiques officieux qui avons la science infuse, et puis alors, on a un boulard extraordinaire. Hashtag, vous êtes critique. C'est ça, en fait, hein, les youtubeurs cinéma, vous n'êtes pas dans la création, donc du coup, vous faites de la critique, vous vous permettez tout. Non, enfin, bref. Vous les critiques, je commence à en avoir marre que dans n'importe quel film, vous tentiez de voir quelque chose de supérieur que ce que le film essaie de transmettre. Army of the Dead est un film popcorn qui se laisse regarder, c'est un divertissement. Pourquoi toujours vouloir des envolées lyriques? Pourquoi toujours vouloir voir quelque chose, voir une analogie de quoi que ce soit? Pourquoi toujours vouloir voir un message caché au sein du film? Et à ça, j'ai envie de répondre, parce qu'écoute, moi, quand je regarde un film, je le regarde, je le respecte. Et je respecte, en fait, moi, la vision d'un auteur qui, je pense, en règle générale, essaie toujours de me transmettre quelque chose. Or, saga Fast and Furious, où j'ai compris qu'à part la notion familiale, on n'essaie plus de me transmettre grand-chose depuis longtemps. Mais pour moi, c'est simple. Quand je regarde un film, j'essaie toujours d'y voir quelque chose. J'ai même regardé Monster Hunter, et même Monster Hunter, j'ai essayé d'y voir quelque chose. Là, même Monster Hunter, je me suis dit, qu'est-ce que t'essaies de me donner? Alors que c'est Paul W.S. Anderson, vous vous rendez compte que je pars de très très loin quand même.
Mais moi, je trouve ça extrêmement dommage, en fait, que certaines personnes se disent, il y a certains films, il faut les prendre comme ça, il faut les regarder comme ça, c'est divertissant, c'est sans prétention, on s'en bat les couilles. Non, non, tous les films essaient de te transmettre quelque chose, et même Army of the Dead. Et c'est pour ça que bah, tu regarderas le film, tu me donneras ton avis. Mais moi, quand j'ai des commentaires qui me disent, enfin j'en ai un, je vais pas vous dire que j'en ai 150, c'est juste que j'en ai un, ça va me casser le cul aussi le dire sur Twitter, parce que visiblement c'était intéressant aussi de le dire sur Twitter, que j'explorais pas le film en profondeur, que ma vidéo était pas très intéressante, alors que je fais quand même toute une deuxième partie sur la mythologie du zombie et sur pourquoi Zack Snyder justement essaie non pas de réinventer, mais de faire une continuité de choses qui étaient déjà intéressantes et de continuer de développer la mythologie du zombie. Donc je pense que je vais quand même en profondeur dans un sujet que je maîtrise. Et rien que pour ça, je trouve qu'en fait, Zack Snyder, avec Army of the Dead, il essaie d'aller un petit peu plus loin. Et je vais même vous dire, et ça c'est pas de moi, ça c'est de Zack Snyder. Zack Snyder a dit dans une interview récemment, et c'est pour ça moi aussi que j'aime, et je vais aller complètement dans le sens de ce que disait le film, c'est pour ça que j'aime Zack Snyder quand il parle d'une mythologie de zombies. C'est parce que pour lui, en fait, s'il aime le cinéma de zombies, c'est parce que les zombies représentent, en fait, la matérialisation d'une société qui finit par se détruire. Je dois y aller, mais je reviens dès que je peux. Ça marche, le film. Bah écoute, on est là pendant encore une petite heure, 1 heure et quart, nous. Donc si jamais t'es encore là, n'hésite pas à repasser. Hein. Mais c'est avec plaisir. Et je pense que, voilà, moi, ce que j'aime bien chez lui, et c'est justement ce qui prouve que ces gens-là ont tort, Army of the Dead, de la même manière que Dawn of the Dead, sont des films qui, à un moment donné, essaient de faire comprendre aux spectateurs, du point de vue de Zack Snyder et ce qu'il disait en interview, que c'était effectivement une nouvelle mythologie. Et moi, je le dis dans ma critique, Zack Snyder n'a rien réinventé, mythologiquement parlant, avec Army of the Dead, littéralement. À part l'amour entre zombies et à part et encore, puisque globalement, il y avait un film avec Carrie-Anne Moss qui l'avait déjà fait. Un film comico-romantique qui l'avait déjà fait. Je pense qu'on a déjà manœuvré hein, dans l'univers de l'amour avec des zombies, mais là, c'est quand même beaucoup plus malsain, c'est quand même beaucoup plus glauque, on va plus loin. Mais c'est vrai qu'avec Army of the Dead, il réinvente rien, il invente rien. Par contre, il développe beaucoup plus certaines mythologies existantes. Et c'est vrai que tu sens qu'avec Army of the Dead, il essaye... Alors, Warm Bodies aussi, etc. Alors, il y a Warm Bodies et il y avait... Carrie-Anne Moss... quand même une sacrée femme. Carrie-Anne Moss, c'était... Fido. C'était Fido, où il y avait justement une guerre contre les zombies, et c'était une femme justement qui avait son mari qui s'était transformé et qui essayait de le récupérer derrière. Donc il y a Warm Bodies et il y a Fido, qui avait déjà traité de l'amour avec des zombies, etc. Bon, là, c'est beaucoup plus glauque, hein, du côté de Zack Snyder. Mais quand il réinvente pas ou quand il crée pas, il redéveloppe. Et il y a une envie. Il y a une envie derrière de vouloir. Et c'est propre, encore une fois, à son côté d'auteur, puisqu'on est là encore du principe de la création. Il y a une volonté, et c'est ce que j'aime chez Zack Snyder, c'est pour moi ce qui en fait un auteur, il y a une volonté de création, il y a une volonté de se dire, je vais prendre quelque chose, je vais pas l'emmener là où vous l'attendez. Je vais pas prendre un code qui existe déjà, ça ne m'intéresse pas, je vais en refaire ma mythologie. Batman v Superman, Man of Steel, le mythe divin, Justice League, le mythe divin mêlé aux mythologies des Amazones, aux mythologies de Zeus, etc. Il récupère la mythologie et il la refaçonne par rapport à ses films dans des œuvres dans lesquelles on n'attend pas. Là, c'est pareil du côté d'Army of the Dead, où il reprend une mythologie existante, la mythologie du zombie, et puis même quelques arcs qui existaient déjà, et il la redéveloppe, il l'invente pas, mais il la redéveloppe dans quelque chose, je trouve, qui est de l'ordre de l'ordre de la nouveauté, avec moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le système d'offrande. Faire des offrandes à des zombies qui vont te laisser un droit de passage, je trouve que ça, c'est vachement intéressant. Ça méritait d'être plus développé. Je trouve que le fait qu'ils réussissent à procréer, à avoir des enfants, etc., des embryons, ça, c'est intéressant. C'est même flippant, mais ça mérite d'être plus développé. Le problème, c'est qu'en fait, son film est très inégal. Il sait jamais comment s'orienter entre décalage humour et drame. Enfin, décalage action et drame plutôt, et toutes les choses les plus intéressantes sont vraiment très peu mises en avant, sont énormément passées sous silence, au profit de Batista qui va dire à sa fille que ce serait bien de faire des clubs sandwich. Alors c'est sûrement très intéressant, hein, mais moi c'est vrai que c'est pas ce qui m'a le plus intéressé.
Les zombies de Snyder viennent apparemment des extraterrestres et on voit 2 ovnis dès le début du film. Oh bah, alors après, c'est vrai que, comme dit Davos, hein, c'est une nouvelle mythologie, mais on ne la comprend pas encore. Pour le coup, voir des zombies... Il y a une entité, si tu veux, mythologique, mais c'est vrai que moi, je me suis demandé où est-ce qu'il allait, parce qu'il y a on sort de la zone 51, hein, donc il y a probablement peut-être une entité extraterrestre. Il y a aussi des zombies robots. Pourquoi? Si vous avez eu l'œil, vous l'avez vu, hein, mais il y a des zombies robots. Pourquoi? D'où? Comment? Et puis il y a des zombies bah, qu'on voit comme ça, qui se sont fait mordre et qui sont des zombies, techniquement, juste zombies. Pourquoi? D'où ça sort? Et c'est peut-être l'un des problèmes de Snyder sur ce film-là, c'est-à-dire que tu sens qu'il s'est fait plaisir, mais il n'est pas allé partout. Il n'est pas allé dans les... Pour moi, il n'est pas allé dans les segments où il méritait d'aller pour être véritablement pertinent, à défaut d'avoir un rythme un peu bâtard, etc. Là où je pense que dans Dawn of the Dead, il faisait des choses beaucoup plus simples, mais là, c'était plus, entre guillemets, alors l'esthétique très épurée, très malsaine, le côté un petit peu documentariste, ouais, clip vidéo vraiment sale où on a l'impression qu'on peut y être, et puis surtout un talent de réalisation pour mettre en scène aussi l'horreur, pour mettre en scène la tension. Je persiste et signe que pour moi l'Armée des Morts, Dawn of the Dead, c'est le moins Snyderesque des Snyder. Derrière, on a Army of the Dead, qui est un petit ovni, où on sent qu'il tente des choses, parce que, encore une fois, la mythologie, ça l'intéresse, on sent qu'il veut aller plus loin que tous les sujets qu'il a pu aborder dans l'intégralité de ses longs métrages, que ce soit avec 300, où il va plus loin qu'une simple mythologie, en créant un univers esthétique absolument remarquable, que ce soit dans les systèmes de super-héros, où il va chercher la mythologie, la création divine, et puis même en règle générale, aller dans ce côté sombre, obscur, où on peut fister royalement la Warner hein, pour pas l'avoir permis de faire ce qu'il voulait. Ouais, là on est dans l'ordre de la création, et donc on est dans l'ordre de l'auteur. Parce qu'un auteur va être capable d'apporter sa patte, d'apporter sa vision, et d'aller toujours à des endroits où il récupère sa mythologie, où il essaie d'aller toujours plus loin. Et alors, effectivement, pour moi, pourquoi Zack Snyder est un auteur, c'est avant tout grâce à sa patte graphique, esthétique reconnaissable entre mille, mais aussi, comme vous le voyez, là on en parle depuis un petit moment, pour tout simplement les thématiques qu'il aborde, qui sont souvent régulièrement les mêmes, pour la mythologie qu'il va essayer de mettre en place, au détour de choses qui sont pas forcément les siennes, les comics, les zombies, etc. Et à travers plusieurs messages qu'il transmet. Les zombies robots sont les 2 soldats qui conduisaient le convoi. Ouais, mais pourquoi c'est des robots? Les 2 premiers à avoir été mordus. Ouais, mais pourquoi c'est devenu des robots? C'était pas des robots à l'origine. Je crois que je suis le seul à avoir rien vu, à avoir rien compris du film. Oh bah, honnêtement, Army of the Dead, là on part dans des spéculations mythologiques parce que bon, Zack Snyder, je connais un petit peu. Et parce que, bon, il faut essayer, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Mais il n'y a pas grand chose à comprendre. Je veux dire, Army of the Dead, pour moi, est quand même un film qui est pas, pas loupé, mais extrêmement décevant. Hein. Parce que je veux dire, il se passe pas grand chose, l'histoire, elle tient vraiment sur un timbre. Hein. Le problème, c'est qu'on est obligé de théoriser. Ouais, oui, c'est beaucoup de l'ordre de la théorie, et ça, de toute façon, pour Army of the Dead, on n'aura les réponses qu'à la fin de la trilogie. Après Army of Thieves, et puis après le dernier film. Pour l'heure, tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que il y a encore une fois une mythologie qui est redéveloppée dans ces films. Peu importe le thème qu'il va prendre, il va essayer d'y inclure une mythologie. À chaque fois, parce que ça le rapproche à ses premiers amours, parce que ça le rapproche à certaines choses, et c'est justement ce qui va venir. C'est un auteur pour l'esthétique, pour le graphique, mais c'est aussi et surtout un auteur, pour moi, parce que c'est un vrai créateur. Et là, on va faire une grosse aparté sur la création. On en avait déjà eu le débat il n'y a pas longtemps, notamment dans le live Justice League, où moi j'avais posé la question au chat, qui pour vous est le papa de l'univers d'ici du DCU, du DCEU, DC Extended Universe. Qui pour vous est le saint père de ça? Certains m'avaient répondu Nolan, parce qu'effectivement, Nolan a produit aussi Man of Steel. Je me demande s'il n'est pas... attendez, je vais regarder. Tac, hop. Il est au scénario de Man of Steel aussi, Christopher Nolan. C'est peut-être pour ça, justement, lapsus révélateur que je disais tout à l'heure, que je trouvais que Man of Steel était, entre guillemets, le
le plus réaliste des films qu'a pu faire Zack Snyder dans l'univers du super-héros. C'est David S. Goyer qui est au scénario, mais d'après une histoire de Goyer et Nolan. Donc c'est aussi Nolan qui est là-dedans, il est à la production. Donc forcément, quand tu parles de création, pour moi, si je devais définir Snyder en un mot, ce serait un auteur-créateur. Parce qu'on ne pourra pas, et c'est là que pour moi, il y a vraiment un problème avec Warner, et que je trouve que Warner a vraiment fait une connerie incommensurable, vraiment, d'avoir empêché Zack Snyder de s'exprimer. C'est que Zack Snyder, c'est un créateur qui a une vision, c'est un visionnaire, ça c'est indéniable. On peut aimer ou non les choses, mais c'est un visionnaire. Quand il part sur Man of Steel, il sait très bien où est-ce qu'il va aller par la suite. Il sait que derrière, ce sera Batman v Superman. Il a ensuite l'idée de sa Justice League. Il a d'autres prérogatives par la suite, avec plusieurs idées pour plusieurs Justice League ensuite. Il sait exactement où est-ce qu'il veut aller, et c'est un putain de créateur. Et on le laisse, malheureusement... Warner n'a jamais vraiment laissé l'opportunité à Zack Snyder de s'exprimer. Tout ça pourquoi ? Simplement parce que, eh ben voilà, Zack Snyder, il est dans un univers un petit peu sombre. C'est vrai qu'on va faire un petit peu moins de marché, on fera un petit peu moins de parts de marché, d'audience, il y aura un petit peu moins de marketing. Alors que, honnêtement, si on avait laissé l'opportunité à Snyder de s'exprimer dès le début, je pense que là, aujourd'hui, avec la Justice League, Warner Bros. Vont s'en mordre les doigts. Parce que c'est intolérable, je pense, que c'est ce qu'ils ont fait à la vision créative de Zack Snyder. Il y a un problème avec la Warner qui est évident et qui est arrivé avec Batman v Superman et beaucoup plus en près avec Suicide Squad, qui était aussi produit, je crois, par le monsieur, par Zack Snyder. Encore une fois, tu retrouves ce côté ralenti, ultra coloré. Dans Wonder Woman, c'est pareil. Pour moi, de toute façon, et j'adore David Ayer. David Ayer et Patty Jenkins font du sous Zack Snyder dans Wonder Woman et dans Suicide Squad. Mais c'est pas que Warner, c'est Hollywood. Ouais, c'est... Là dans le sujet typique, c'est Warner qui, à mon avis, voit Marvel cartonner, voit Disney qui récupère et se dit il va falloir partir là-dessus parce que regarde l'oseille qu'on peut se faire. Mais c'est vrai que c'est globalement un problème qui est en lien avec Hollywood en règle générale, où il faut préformater des sujets bien sécures pour pouvoir ensuite, si tu veux, assurer une part de marché qui permettrait d'avoir des suites parce que money et la création, elle est plus du tout là. Et c'est pour ça qu'on a bloqué Zack Snyder et c'est pour ça qu'on en revient toujours au même point, c'est ce que je dis sur Zack Snyder, l'auteur. Zack Snyder, le mot, moi, que j'ai envie de donner, c'est créateur. Ils auraient pris moins de thunes, mais ce serait devenu certainement culte. Mais je suis pas sûr qu'ils auraient pris moins d'argent. On est à une époque où aujourd'hui, ce qu'on appelle le public smart, mais même le public en général, on va pas se mentir, le public en règle générale aujourd'hui n'est plus, dans sa grande majorité, certes, continue d'aller voir des Marvel, etc., mais le public n'est plus aussi dupe sur les films de super-héros et attend autre chose. Et le problème, c'est peut-être d'avoir écouté le vrai gros public au détriment du vrai public. Le public de connaisseurs, le public de quelqu'un qui attendait quelque chose de plus sombre, le public plus à même de comprendre le cinéma de Snyder. Et ce qui est malheureux et ce qui est dramatique pour la Warner, c'est qu'à cette époque-là, de BVS, Suicide Squad, etc., et de Justice League, de tous les films qui ont été faits par la suite, on était dans un moule MCU. Et je pense qu'un jour, ils s'en mordront les noix. Ils s'en mordront les noix. Bon, ils s'en mordront les noix aussi, très probablement, mais ils s'en mordront les doigts en même temps que les noix. J'espère pour eux qu'ils se mordront les doigts d'abord, parce que... Alors, les noix, ça risque d'être compliqué pour eux à gérer par la suite. Mais ils vont forcément s'en mordre les doigts dans la simple et bonne raison que Justice League a été un succès critique et commercial extraordinaire, et qu'à partir de ce moment-là, encore aujourd'hui, Warner dit non à Snyder, et le jour où Snyder va décider d'aller voir ailleurs et de faire des choses autrement, je pense que là, aujourd'hui, il s'est complètement réhabilité. Ah, et je compte même pas Army of the Dead dans la réhabilitation de Snyder, parce que c'est un film, entre guillemets, Netflix. C'est pas que le film ne compte pas. C'est que pour moi, c'est presque que du bonus. C'est un film qui... Je pense que ce soit les amateurs de Snyder ou que ce soit les haters de Snyder, le film Army of the Dead n'aura aucun impact sur sa carrière parce que c'est de l'ordre du bonus. Véritablement. Tu ne peux pas faire du Marvel avec DC, c'est pas péjoratif, mais ce sont deux entités. Je suis entièrement d'accord, et c'est là où je pense que Warner s'est planté aussi, et ils auraient dû laisser libre cours à la création de Zack Snyder. Quand tu vois, mais même ne serait-ce qu'en termes d'univers, tu mets Zack Snyder, qui a une patte esthétique, une patte graphique, qui est un amoureux de la mythologie. Depuis, il l'a montré avec 300, il l'a montré avec bon nombre de films avant, qui a un véritable visuel,
qui a une culture cinéma, qui a même une culture geek, et ça c'est très important, mais qui a une culture geek qui est énorme, tu le mets dans un univers comme Batman, qui est probablement l'univers le plus dark et le plus violent, avec d'autres, Daredevil, le Punisher, bon il y en a beaucoup, hein, même chez Marvel, des univers violents, mais Batman, c'est quand même, pour moi c'est le meilleur, hein. Univers de par la dimension de ses anti-héros, de par la dimension de ses antagonistes, et puis de par tout ce qu'on a réussi à créer autour, tu mets ce mec-là dans cet univers-là, tu ne peux pas décider à un moment donné de changer tes films en cours de route pour faire du MCU. Et même en règle générale, si tu parles à David Ayer qui sortait d'un gros succès avec Fury et qui a quasiment flingué sa carrière à cause de Warner, dont Zack Snyder aimerait justement voir le Ayer Cut. Hein. Moi, je défends aussi le Ayer Cut, même si j'y crois moyen. Pas du tout le même impact qu'à mon avis la Justice League Snyder Cut. Mais la Ayer Cut est entièrement... soutenu par Zack Snyder, et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Snyder est déjà parti voir ailleurs, il a quitté Warner, a signé un contrat de plusieurs films avec Netflix. Ouais, c'est le cas, mais on va voir, selon les types de contrats, etc., on va voir aussi comment ça va se passer vis-à-vis de Snyder et de DC, mais dans la mesure où DC, c'est Warner, je me demande maintenant quels seront les projets DC. Tout le monde s'en branle de la Ayer Cut et c'est triste. Ah bah moi, je suis très curieux parce que j'adore David Ayer, j'avais fait un live sur lui, vous le savez, hein. Moi je trouve que David Ayer, pareil, c'est un auteur. Et tu vois, mais David Ayer, je trouve que c'est un auteur un petit peu de la dimension de Zack Snyder au début de sa carrière. Il a une manière de magnifier, si tu veux, la banlieue. Il a, dans la plupart des films qu'il a fait, comme Tax Collector, il le faisait aussi sur Bright, et il l'a fait sur tous ses premiers films, End of Watch, etc. Il a une manière de mettre en avant les drames humains par des personnages que tout oppose, mais qui vont finir par se rassembler au détour finalement d'un scénario. Training Day, pareil, c'est la même chose. Il y a des enjeux familiaux extrêmement importants, ça on le voit avec Fury, des gens qui n'ont rien à voir l'un envers l'autre, mais qui vont finir par rentrer en coalition. Oui, ailleurs, c'est un auteur. Quand on le laisse faire et quand on le revient dans ce genre de cinéma-là, c'est un auteur. Quand on est capable de pas le, si tu veux, de pas le brider. Alors Bright, c'était une erreur de parcours, ça, et je pense que lui est le seul responsable étant donné que Netflix laissait carte blanche. Et malheureusement, Suicide Squad, la Warner a bien entaché le projet aussi. Mais Ayer est un auteur. De la même manière que... Mais un auteur de la caste de ce que pouvait faire Zack Snyder dans Dawn of the Dead. Beaucoup plus intimiste, entre guillemets. Maintenant, c'est vrai que si c'est des mecs-là, on les empêche d'agir et on les empêche de discuter, c'est dommage, parce que c'est des mecs qui ont une véritable vision. Et je suis assez d'accord avec Anto, mais quand tu craches sur l'univers de Snyder pour faire Shazam, Wonder Woman, Birds of Prey, etc., c'est vrai. C'est vrai. Wonder Woman, mais même le premier, hein. Le premier Wonder Woman, moi je le trouvais catastrophique, je vais pas vous mentir. Je trouvais que c'était du sous-Snyder extrêmement pompeux, ignoble à regarder, notamment dans sa scène finale où visuellement tu sens que là pour le coup c'était pas Zack Snyder qui était derrière la caméra, c'était mal maîtrisé, c'était d'une bêtise scénaristique affligeante. Moi Wonder Woman j'ai détesté, Wonder Woman 2 j'en parle pas, Birds of Prey pour moi c'est une honte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, pareil, il y a des gens qui ont apprécié ce film, pourquoi ? Parce que, ouais mais c'est drôle. Ah, merci. D'accord. Bah, c'était drôle. Je suis content de l'apprendre, en tout cas. Je vous laisse 5 secondes de méditation. Voilà, c'était mes 5 secondes de méditation. Et Non, c'est ahurissant de bêtises. C'est ahurissant de bêtises. Donc oui, dire non au scénario de Zack Snyder pour proposer des films qui n'ont pas d'âme, parce que c'est ça aussi, le talent d'un auteur et le talent d'un créateur, c'est de donner une âme à ses films. On ne pourra jamais me dire que les films de Zack Snyder n'ont pas d'âme. Dans l'esthétique, dans le propos que ça véhicule, dans la manière dont il va développer ses personnages, dont il va écrire et travailler ses personnages, qui auront tous des fêlures, des blessures, c'est exactement le cas notamment de la plupart des personnages de DC dans les comics, etc. C'est des protagonistes qui, eux, par leur traitement
par l'esthétique que ça propose et par ce côté peinture et par ce côté vraiment ultra mythologique, vont justement être capables d'avoir, je trouve, une âme. Et quand tu as une âme et que tu es capable de proposer quelque chose comme ça, je trouve ça inconcevable en fait qu'on te laisse pas discuter ce propos, alors que globalement, derrière, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des films qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'entité, qui n'ont rien. Wonder Woman 2, Wonder Woman, Shazam, etc., c'est des films marketing, littéralement. Et pourtant, je veux dire, là on parlait du MCU, mais la formule MCU, il y a des formules MCU qui sont pas non plus entièrement désastreuses. La formule du MCU, par exemple, qui consiste à laisser libre cours à James Gunn pour faire Les Gardiens de la Galaxie, c'est un film qui a une âme. Littéralement. Oui, ça peut arriver aussi chez le MCU. Le seul problème, c'est qu'il va falloir, à un moment donné, je pense, laisser libre cours à des auteurs de talent. Parce que Zack Snyder est un auteur. David Ayer, peut-être un petit peu moins, mais je trouve que c'est aussi un auteur qui est capable de faire de vraies choses intéressantes derrière la caméra. Je trouve. Et c'est malheureux d'arriver aujourd'hui du côté de chez Warner, qui est quand même une firme qui est extrêmement imposante, et de ne pas laisser libre cours aux auteurs, aujourd'hui, qui peuvent manœuvrer. Je vais vous dire un truc que j'ai trouvé très dommage, moi, et qui est plus ou moins raccord avec ce qui s'était passé avec Wonder Woman, c'était le cas d'Ant-Man. Ant-Man, qui est un film que j'ai pas particulièrement détesté. Pourquoi? Parce que c'était du sous Edgar Wright, dont on salue le film qui sortira prochainement. Edgar Wright, c'est pour moi l'un des plus grands génies du cinéma actuellement. Il suffit de voir, j'avais acheté Première il y a pas longtemps qui faisait un papier sur lui, sur les 100, entre guillemets, les 100 films de sa vie. Tu voyais un côté éclectique incroyable. Enfin, je veux dire, putain, Edgar Wright, tu vois, il n'y a pas un film qui se ressemble. Il y a toutes les décennies qui sont étudiées à l'intérieur. Pour moi, cet homme, Edgar Wright, est un des grands génies du cinéma moderne actuel, qui a vraiment, lui, une patte aussi et une fibre filmique qui est ultra intéressante. Marvel n'a pas voulu laisser libre cours à Edgar Wright. Edgar Wright a quitté directement le MCU. On a proposé ça à Peyton Reed. Peyton Reed qui a fait, et pourtant on l'a vu avec Mandalorian, des épisodes assez intéressants. Peyton Reed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du sous Edgar Wright, de la même manière que quand tu prends Patty Jenkins sur Wonder Woman, elle te fait du sous Zack Snyder. Et c'est le gros problème pour moi aujourd'hui, et je pense que comme le disait Lofin tout à l'heure, je pense que c'est l'un des problèmes majeurs du cinéma actuellement. On ne fait pas suffisamment confiance aux véritables auteurs qui ont une vision artistique et qui ont un point de vue de création, une entité créative importante. Et moi, c'est malheureux, mais c'est ce que j'aime. Et là, je vais aller exactement, encore une fois, dans le sens de... limite, j'aurais pu l'inviter, puis lui dire, écoute, tu prends mon casque, tu fais le taf. Parce qu'au final, je fais que de citer, frérot. Tu prends le casque, et puis hop, allez, merci, bonsoir. Mais je suis d'accord avec lui sur l'entité de ce qu'il disait, par rapport au cinéma en règle générale. On peut même aller plus loin. Est-ce qu'on en a aujourd'hui pas un petit peu marre des reboots, des remakes et des films qui sont des suites à outrance, là où le domaine de la création, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus loin. Faut aller chercher dans du cinéma beaucoup plus intimiste, beaucoup plus indépendant, pour aller trouver aujourd'hui du cinéma qui est capable de créer du contenu original, de créer des idées originales, de créer des choses qui vont essayer d'élever un petit peu, si tu veux, le spectateur. Il y a le fait d'avoir des licences. Et encore, on peut y trouver, comment dire, chacun peut y trouver son compte aussi, puisque même si ça sort d'une licence comics à la base, je trouve que le dernier Justice League était particulièrement réussi dans l'âme qu'il essaie de transmettre. C'était un film qui, pour moi, était vraiment réussi dans ce qu'il a transmis, mais encore une fois, parce qu'on touche aux thèmes qui sont propres à Zack Snyder, aux thèmes qui sont très intéressants quand on connaît Zack Snyder, aux thèmes mythologiques, aux thèmes culturels, à des notions artistiques aussi qui sont propres au personnage. Donc oui, je pense que le prochain Batman de Matt Reeves, il sera intéressant. Redonner, par exemple, je vais prendre deux noms pour moi qu'on voit pas assez, c'est Gareth Edwards et Neil Blomkamp. Gareth Edwards, quand on lui donne Rogue One, on lui donne une grande licence. Mais ce qui est vachement intéressant avec Gareth Edwards, c'est quoi? C'est que le mec, il nous fait quelque chose de différent avec Star Wars. Quand il nous fait Rogue One, alors là, il nous reprend une histoire qu'on connaît déjà, sur des mecs qu'on connaît déjà, pour revenir à une histoire qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun suspense quand tu vas voir Rogue One. Mais quand tu prends Gareth Edwards, il t'apporte cette notion de gigantisme, il te fait même de l'horreur derrière, avec l'apparition de Dark Vador dans le Tantive, à la musicalité de Michael Giacchino qui va sublimer un petit peu l'histoire. Ouais,
Là, tu donnes à un auteur, un créateur, quelqu'un qui a une vision depuis Monsters, je crois, hein, Gareth Edwards, c'était Monsters, tu lui donnes l'opportunité d'arriver dans une licence. Mais ça te donne, si tu veux, une nouveauté créative dans une licence qui existe déjà. Ça, ouais, je prends. Wonder Woman et Wonder Woman 2, je prends beaucoup moins. Quand tu me prends Neil Blomkamp, je vais vous donner un ordre d'idée qui va contrairement à l'opposé de ce que je dis depuis tout à l'heure, mais pourtant c'est vrai. Pour moi, Neil Blomkamp, c'est un artiste. Voilà. J'ai adoré, comme beaucoup, l'audace, et merci Peter Jackson de l'avoir révélé d'un autre côté, lui aussi, hein, c'est un génie, mais j'ai adoré l'audace de faire District 9, où tu te dis, mais c'est un ovni du cinéma, ce truc-là. Là aussi, comme le dit Lofin tout à l'heure, et comme je le disais, mais il y a presque un côté Snyderesque ce qu'il faisait sur Dawn of the Dead, parce que t'es dans ce côté documentarisé à fond, t'as cette pellicule extrêmement sale qui correspond à l'ambiance bidonville extrêmement sale, donc t'as déjà une esthétique et une manière de filmer qui est largement en adéquation avec ce qu'il essaie de proposer, avec l'idéologie du film en règle générale, c'est super glauque, mais Neil Blomkamp, tu lui donnes une création originale, il te fait District 9. Derrière, après, on dira ce qu'on veut d'Elysium, que j'ai pourtant beaucoup apprécié. Chappie, j'en ai plus aucun souvenir, je vais pas vous mentir. Mais je trouve pas ça normal que Neil Blomkamp, aujourd'hui, ait été réduit à quoi? 3 films? Et c'est justement là que je vais en venir. Et que je trouve ça quand même assez dramatique, finalement, dans la vision du cinéma actuellement. C'est-à-dire que il reviendra en 2021 avec Demonic. Qui allait le 27 août, apparemment. Aux États-Unis en VOD au cinéma le 20 août. Donc il va revenir avec un nouveau film là. Enfin, je veux dire, le mec, il est pas vieux, hein, il a 41 ans, mais il a quand même pas beaucoup de films à son actif, parce que j'ai l'impression que Neil Blomkamp, il est déjà persona non grata au cinéma, parce qu'il a eu 2 films qui ont été des échecs au box-office et qui se sont fait un peu fracasser par les studios, alors que derrière, on lui donne pas l'occasion, et c'est justement là où je voulais revenir un petit peu sur le sujet du soir. Neil Blomkamp, c'est le mec qui, pour moi, pouvait redresser Alien. Et pourtant, je suis en train de vous dire que les reboots, les remakes, les suites, j'en veux plus. Mais quand tu donnes une licence à un auteur, à quelqu'un qui a une vision, qui est capable d'en faire autre chose, Neil Blomkamp, qui nous fait, un film Alien, je signais 1000 fois. Et je suis pas pour du tout, moi, effacer des films, etc. C'est-à-dire qu'au contraire de Terminator, qui s'est complètement perdu, et je pense qu'aujourd'hui, même eux, savent plus où est-ce qu'ils en sont, avec Alien, il y avait quand même, je pense, une espèce d'autoroute à double tranchant. C'est probablement la meilleure vision que vous aurez ce soir. Une espèce d'autoroute à 2 bifurcations, où tu as à un moment donné une qui va partir vers David Fincher et Jean-Pierre Jeunet, et une autre qui partira vers ce qu'aurait pu potentiellement faire Neil Blomkamp. Et puis même Robocop. Robocop, ça correspondait parfaitement, effectivement, à l'idéologie, et ça correspondait largement à l'état d'esprit d'une création telle qu'on pourrait l'imaginer chez Neil Blomkamp. Le côté un petit peu robotique, les valeurs de l'être humain, la dégénérescence de l'être humain, il y a énormément de thématiques qui étaient proches à Neil Blomkamp qui pouvaient être fait là-dessus. Puis avec sa manière de filmer, ça aurait pu être super. Mais non, parce que Neil Blomkamp, on lui fait pas confiance. À tel point, comme tu l'as dit, maintenant, il a créé sa propre boîte, le mec. Et c'est, à mon avis, je suis même pas sûr, honnêtement, que Neil Blomkamp, on le reverra sur le devant de la scène prochainement. À part avec sa propre boîte de prod, mais est-ce qu'aujourd'hui, les grandes majors, et aujourd'hui, est-ce que des grands films feront appel à lui pour réaliser quelque chose? Bah, Neil Blomkamp, à 41 ans, qu'il soit déjà blacklisté pour 3 films, je trouve pas ça normal. Sous prétexte d'échec. Même si y a eu des galères sur le tournage d'Elysium, notamment. Et que c'est des films qui sont pas parfaits, mais qui méritaient plus. Zack Snyder, aujourd'hui, pour moi, a une vision créative qui méritait de laisser largement plus de chance pour revenir sur cette thématique-là, et on sera tous d'accord là-dessus, c'est bateau possible de le dire, à son Snyderverse. Parce que je pense qu'avec le Snyderverse qu'il était capable de témoigner, et qu'il était capable d'incorporer par la suite dans bon nombre d'œuvres qui auraient pu être des œuvres qui sortiraient dans les prochaines années, on aurait retranscrit largement sa vision créative. On aurait pu aller beaucoup plus loin, et il y aurait peut-être, de la même manière que ce que je disais tout à l'heure avec Army of the Dead, non pas une réinvention du mythe du super-héros, mais une manière de développer de nouvelles ambitions qui auraient été ultra pertinentes. C'est des créateurs avec avec des ambitions réalisables, avec des petits budgets. Pourtant, ils savent maîtriser leur budget. Totalement. Mais Gareth Edwards, c'est pareil. Gareth Edwards, il nous fait Monsters avec un budget de lance-pierre.
je veux dire, je pense que District 9, le budget, il est proche du néant aussi quand on voit les grandes firmes aujourd'hui. Zack Snyder n'a pas toujours eu des millions et des millions à portée de main. Army of the Dead, je crois que c'est toi qui le disais, mais je suis entièrement d'accord là-dessus. Army of the Dead, il manque, par rapport à l'ambition qu'il a, il manque du budget. Et pourtant, c'est un film à gros budget. Je veux dire, c'est Netflix qui le produit. Mais il manque quelque chose. Il manque une... Ça manque pas de savoir-faire, mais ça manque de... Alors, c'est pas que ça manque de savoir-faire, mais d'un autre côté, je trouve que dans Army of the Dead, ça manque quand même d'une vraie grille de lecture. Je pense qu'il se perd dans trop de thématiques différentes. Mais il y a un tel potentiel dans ce film-là, ne serait-ce que la mythologie zombie, qu'à un moment donné, ça manque de... Et c'est le cas pour Hollywood n'importe quand aujourd'hui, je pense. Je pense que c'est aujourd'hui le cas dans la plupart du cinéma hollywoodien. On ne donne pas aux gens qui ont une vision l'opportunité de le faire. Eminem, c'est une rumeur. Il voulait Eminem pour le rôle que joue Matt Damon. Ah ça, j'étais pas au courant. Après, Eminem, je sais que globalement, il devait aussi jouer... alors, mais pour le coup, il devait carrément le faire, hein, mais il était prévu dans La Rage au ventre, il devait jouer le rôle de Jake Gyllenhaal, et au final, au dernier moment, il trouvait Jake Gyllenhaal tellement beau là-dedans, et ça l'intéressait pas, qu'il est parti sur la BO, où il a chapeauté quasiment toute la BO du film, hein, mais il devait jouer à la base, aussi... celui-ci, et je suis d'accord, Eminem et le cinéma, c'est une grande histoire d'amour, dans le sens où amour meurtri même, puisqu'on a vu le nombre de temps qu'il a fallu pour qu'il revienne ne serait-ce qu'aux Oscars pour chanter Lose Yourself. C'est voilà, ça te donne un ordre d'idée, hein. Le cinéma, Eminem, le cinéma, Eminem en règle générale. Mais bon, quand tu vois ce que ça donne quand il arrive au ciné, la performance qui sort dans 8 Mile, la musicalité derrière, la réalisation extrêmement réaliste que ça peut donner. Le contraste était intéressant, j'en avais fait une vidéo qui n'avait pas trop marché à l'époque, mais sur les différences et la manière dont vont se combiner Réussir ou Mourir de 50 Cent et le film 8 Mile avec Eminem. Parce que c'était plus ou moins la même histoire traitée de manière complètement différente. Mais il y avait énormément de thématiques qui se ressemblaient. Pour les deux derniers Harry Potter, ils avaient prévu Jean-Pierre Jeunet, mais ensuite J.K. Rowling et les producteurs ont fait un gros chèque à David Yates pour qu'il reste pour la fin. C'est vrai? Très bonne vidéo. Merci beaucoup, le film. Merci beaucoup. Bah, elle a pas beaucoup été vue, celle-là. Mais je sais que, putain, elle durait pratiquement une demi-heure et je m'étais fait chier là-dessus. Mais j'avais vraiment le désespoir en moi à cette époque-là, parce que j'avais eu le bol de sortir cette vidéo sans le savoir le lendemain de la sortie de l'album d'Eminem Music to be Murdered By, qui était une sortie comment dire, surprise. Je me dis, putain la vache, oh le bol. Pour une fois, tu vois, j'avais cette idée-là depuis 2 semaines et je fais, ah ouais. Ah bon. Et bah finalement, ça n'a servi à rien. Mais bon, c'est dommage parce que je pensais que c'était des films, en fait. Ça vient peut-être aussi des sujets, hein, mais je pensais vraiment que c'était des films qui allaient intéresser une certaine audience, parce que 8 Mile, pour moi, c'est culte, Réussir ou Mourir moins, 8 Mile, pour moi, c'est un film culte, et finalement, pas tant que ça. Merci encore, en tout cas, Félix, pour le don, et je savais pas pour Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet qui te balance un Harry Potter, avec son célèbre... putain, je sais pas si vous avez vu, mais c'était fabuleux, hein. Je sais pas si vous aviez vu Je crois qu'avec Cora, on en avait déjà parlé de ça aussi. Mais le fantastique making-of de Jean-Pierre Jeunet qui parle d'Alien 4, où il ouvre son making-of avec son meilleur accent. Hello, I'm Jean-Pierre Jeunet, I'm very glad to see you, welcome to my DVD. Ah, c'est extraordinaire. T'arrives, tu vois Jean-Pierre Jeunet, qu'on a rien à foutre. Il est là, il a posé littéralement ses attributs, puis il te sort avec son meilleur anglais. Hello, my name is, I'm Jean-Pierre Jeunet. Welcome to my DVD, we're gonna talk about Alien Resurrection, ou je crois qu'il dit même Alien la Résurrection, il en a plus rien à foutre. Welcome to my new DVD. Here is some bonus that you can see on my movie. This is very interesting. I hope you gonna enjoy it. See you soon. Alors la détente est totale, hein. C'est-à-dire qu'il était arrivé littéralement fleur au fusil, j'en ai rien à branler. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Jean-Pierre Jeunet, pareil. Jean-Pierre Jeunet, c'est un mec qu'on critique énormément, mais quand tu vois
la patte artistique que Spec il peut avoir. Et là, on va parler de la saga Alien 30 secondes, mais je considère que moi, Alien la Résurrection est un vrai bon film d'auteur qui va très loin dans les thématiques biologiques, dans la déchéance de l'être humain, dans des technologies aussi qui étaient très propres aussi aux années 90, hein, l'avancée technologique, les dérives un petit peu de la science, etc. Et puis il y avait ce côté extrêmement décalé, extrêmement French touch dans l'humour de certains personnages. Enfin, Dominique Pinon, il est remarquable dans ce film-là. Ouais, pour moi, Alien la Résurrection, c'est un vrai bon film. C'est une... Et je peux comprendre ceux qui n'auront pas apprécié, les puristes de la belle époque, mais c'est vrai que quand tu vois tout ce qu'il a été capable de transmettre dans les messages, et même cette photographie un petit peu sépia qu'il a dans beaucoup de films qu'il avait, tu as effectivement l'impression dans la photographie, la pellicule, les cadrages, d'avoir un film français. Si ta vidéo est pas proposée, elle prendra pas de vue, pourtant tes vidéos analyses de films sont excellentes. Bah, écoute, c'est dommage, mais je suis quand même pas mal, je vais pas te mentir, en introspection avec YouTube actuellement. Parce que quand je vois que sur certains lives, il y a beaucoup plus de gens qui font des lives maintenant. Il y a beaucoup plus de gens qui font des lives actuellement. C'est vrai que ça s'est extrêmement développé, mais quand je vois qu'on est de moins en moins, même sur Zack Snyder, on est 130 alors que j'ai 120 000 abonnés, je commence à me poser la question si en fait ce que je raconte est intéressant et pertinent, ou est-ce que ça intéresse encore quelqu'un. Parce que c'est de pire en pire hein, au niveau des lives. Alors je continue parce que moi ça m'éclate et puis on peut discuter. Je trouve que le live sur Snyder pour le coup ce soir est intéressant. Mais c'est vrai que j'en ai de moins en moins. Tu regardes au niveau de mes interludes, là les 2 derniers que j'ai fait ont pas passé les 5000 vues. Je sais pas où est mon audience. Je crois que mon audience en est restée à la saison 8 de Game of Thrones où elle s'est dit écoute après ça, c'est pas contre toi Valou mais on ne peut plus. On ne peut plus suivre qui que ce soit, c'est fini. Mais bon, c'est pas grave, moi ça m'empêche pas de parler de ce que j'aime et puis de toute façon c'est aussi ma ligne directrice qui prendra peut-être un petit peu avec le temps, mais il est vrai aussi que sur certains cas de configuration, c'est aussi des sujets. Je veux dire, quand je parle de la mouche, je me doute bien que je vais pas attirer grand monde. Maintenant, j'étais étonné de 8 Mile. Parce que je trouvais que, putain, pour moi, c'était de l'ordre du culte. Pour moi, dès qu'une œuvre divise, c'est que son artiste a réussi. Il faut que l'art divise pour créer du débat, donc de la politique. Bah, oui, de toute façon, je pense que la plupart des films, l'histoire du cinéma nous l'a, euh, nous l'a appris, mais je pense que la plupart de l'histoire du cinéma nous a expliqué que les films dont on parle le plus sont effectivement les films qui ont le plus divisé ou qui ont été capables de marquer l'audience pour n'importe quelle raison qu'elle soit. Et je pense qu'on pourrait citer beaucoup de films qui ont été absolument décriés à leur sortie ou qui ont été des fours sans nom. Je crois que Fight Club, par exemple, n'avait pas du tout marché quand il est sorti, alors que ça a été une référence qui a amené énormément de films par la suite, qui a véritablement créé quelque chose dans l'industrie du cinéma, qui encore aujourd'hui est marquant. Ou des films qui divisent, où tu te poses une question, certains Starship Troopers pour ne citer que lui, je trouve que Starship Troopers, dans énormément de thématiques différentes, est un film novateur, puissant, d'une écriture extraordinaire. Alors pourtant, à l'époque, Dieu sait que le puritanisme, etc., et toute la communauté américaine détestait cette œuvre-là. Pourtant, Starship Troopers, aujourd'hui, quand on en parle, c'est un des plus grands noms du cinéma de science-fiction, et même de toute façon, en règle générale, par les thématiques qu'il aborde, qui sont beaucoup plus profondes que ça. Interlude sur Valverde, t'auras 1000 vues. Ah bah ça, ce serait extraordinaire. Mais pour le Valverdu, on s'en fout. Mais non, oui, c'est des choses qui ont intéressé. Je pense que Zack Snyder, pour revenir sur le débat, on va rester encore un petit quart d'heure. Je vais essayer de lire un petit peu vos retours maintenant, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez réagir sur le sujet. Je pense que Zack Snyder, il y a certains films de lui aussi qui resteront. Et je pense à Batman v Superman notamment, même si on ne prend que le mythe du super-héros. Je pense que Batman v Superman restera un film dont on parlera encore dans de nombreuses décennies. Dans de nombreuses et nombreuses années, je pense qu'il a le potentiel par rapport à la manière dont il a divisé le on va pas non plus dire que c'est un échec, mais le semi-échec au box-office dont il a été témoin, la manière dont ensuite il a été réhabilité. Batman v Superman, de toute façon, quand on regarde, c'est presque un film qui a été réhabilité par sa version longue, et c'est l'un des premiers films où on s'est véritablement dit, moi je pense que c'est à partir de Batman v Superman, et c'est aussi Zack Snyder qui a développé ça,
où il y a eu cette espèce de nouvelle lubie, de nouvelle idéologie dans le cinéma américain et dans le cinéma en règle générale, de vouloir faire une extended cut. Il y a toujours eu des films avec des versions longues. On parle d'Alien, le nombre de... tous, les 4 Aliens ont 4 versions différentes. Alien 2 a une version longue, Alien 3 a des versions différentes selon si tu regardes avec un chien ou avec une vache morte. Alien 1 a des versions qui ont été coupées aussi. Alien la Résurrection un petit peu moins, c'est-à-dire que lui il a réussi un petit peu à échapper à ce truc-là, mais c'est vrai que globalement, bon, ça existe depuis longtemps, hein, les films qui ont été réinventés entre guillemets ou réhabilités par rapport à une extended cut ou une cut différente. Mais c'est vrai qu'avec Batman v Superman, ça a pris une espèce d'ampleur, parce que version longue, parce qu'on savait en interne que Warner avait quand même pas mal bridé Snyder, et derrière il lance ça, et alors bizarrement ça crie à l'éloge. Et puis derrière, alors que dire de Justice League, avec tous les traumatismes qu'il y a eu autour, mais je pense qu'il y a une vocation... il y a une vocation qui est très intéressante là-dessus, à voir qu'il y a aussi, depuis Zack Snyder, beaucoup plus de relecture du cinéma tel qu'on peut l'avoir maintenant, avec des versions plus longues, plus travaillées, parce que là, Snyder, c'est quasiment 1 heure qui te rajoute, voire même parfois sur Justice League, là, c'est plus de 2 heures hein, qui va te rajouter par rapport à la version initiale, je sais même pas combien par rapport à la version qu'il avait prévue. Mais voilà, c'est un mec qui a recréé, ou s'il l'a pas recréé, qui a permis d'offrir une nouvelle branche à l'art cinématographique. Littéralement. Et ça, j'aimerais que dans le chat, vous me dites si vous êtes d'accord ou non. Est-ce que donc, pour vous, Zack Snyder est un auteur-créateur qui a apporté une véritable branche, n'hésitez pas à me dire, hein, qui a apporté une branche à l'univers du cinéma qui n'appartient qu'à lui, parce que c'est mon avis, qui fait que pour moi, Zack Snyder est un auteur né, qui a été capable de toucher à énormément de sujets différents, tout en gardant sa vision esthétique, sa vision artistique, sa mise en scène, parce que c'est un metteur en scène aussi, il faut le dire, hein, beaucoup pensent que non, mais pour moi, Zack Snyder est un vrai metteur en scène qui a l'art de filmer des situations complètement différentes et des propos complètement différents avec son style. Moi, je pense que c'est un auteur créateur qui a effectivement amené une part du cinéma avec lui. Bah, rendre les fonds verts plus intéressants, c'est un petit peu réducteur, mais c'est vrai que quand tu vois qu'avec Snyder, il y a ce rapport à la peinture, et quand tu vois qu'avec avec Snyder, il y a ce rapport à l'art en règle générale, pictural, fresque, c'est là où certaines utilisations peuvent être un petit peu hasardeuses par moment, mais quand tu sens qu'il a la pleine maîtrise de son cadre, c'est comme si tu voyais une peinture derrière les personnages. Et forcément, à partir de ce moment-là, ouais, il y a l'utilisation du fond vert qui va devenir comme si on te mettait un tableau face à toi et que les personnages étaient finalement en train de donner le film devant une peinture. Et ça, c'est intéressant. Ça, pour moi, c'est intéressant et c'est des choses qui sont pertinentes quand tu vois la filmographie de Snyder et quand tu vois justement ses premiers amours. Et là, je saurais que trop bien, de toute façon, vous renvoyer aux vidéos de Morgan et son ciné pour le voir. Trop dans l'esthétique, pour moi, ça fait pas tout. Non, bien sûr, c'est vrai que ça fait pas tout. Il y a des bons et des moins bons films de la part de Snyder, mais quand tu es capable aussi d'apporter un enjeu mythologique, de refaçonner, de relire certaines mythologies et de créer des histoires qui sont aussi innovantes et pour moi pertinentes, là, pour le coup, c'est vrai que quand il le fait bien, c'est des films qui sont au-dessus du lot et qui méritent d'être réhabilités, parce que Snyder, beaucoup considèrent que c'est un étron. Et je trouve ça toujours extrêmement étonnant, en fait, de la part de Snyder, qui a pourtant, on va pas se mentir, ça tourne encore beaucoup autour de l'esthétique, mais c'est quand même un des mecs qui a une des esthétiques les plus reconnaissables de l'univers du cinéma actuel. Il y en a eu d'autres, évidemment, il y en a eu bien d'autres, mais c'est un des mecs qui a la patte la plus reconnaissable actuellement au cinéma, et pourtant, beaucoup le considèrent comme un réalisateur exécrable. Ce que j'arrive pas à considérer. D'où The Guardian, c'était génial. Snyder's dans les animations, ça a du sens. Tac, tac, attends, je vais revenir. Parce qu'il me semble que ce dont tu me parles, comment vas-tu, Captain Crochet
Legends of the Guardians, peut-être, dont tu me parles, parce que c'était le film d'animation qu'il avait réalisé, et pour le coup, lui, je l'avais pas vu. Les avis sur Snyder se résument souvent à assez moche, donc bon, à relativiser très fort. Oui, oui, parce que c'est très réducteur, et c'est surtout faux sur pas mal de plans, mais c'est assez réducteur de penser ça aussi. Pour moi, 300 est une... je vous le dis, pour moi, 300, c'est une révolution. Vraiment, hein, je veux dire, 300 est une révolution. Est-ce un Nolan version populaire? Non, rien à voir. Rien à voir. Zack Snyder est un cinéma... Moi, j'irais même pas, honnêtement, je dirais pas que Zack Snyder, c'est un auteur blockbuster, mais c'est pas un réalisateur populaire. Parce que je pense pas que le cinéma de Zack Snyder est appréciable ou à mettre entre toutes les mains, et je parle sérieusement, je pense pas que il est à mettre entre toutes les mains. Donc pour moi, c'est plus un auteur blockbuster avec du budget plutôt qu'un auteur populaire ou un réalisateur populaire. Donc j'irai pas jusqu'à le mettre dans ces deux conditions-là. Maintenant, un Nolan version populaire, je pense que de toute façon, les enjeux sont complètement différents. Nolan, quand il est avec son frère et quand il est à l'écriture, euh, on est beaucoup plus scénaristiquement dans la manière dont il va écrire une histoire et, et façonner une histoire réaliste. On est quand même dans quelque chose de largement au-dessus, mais de toute façon de complètement différent. De complètement différent. Et puis Nolan, c'est pour moi, c'est l'éloge du réalisme. Donc alors que Snyder, Snyder, pour moi, ce serait plutôt pas, à une ou deux exceptions près, Man of Steel, mais parce que, entre autres, écrit par Nolan et produit par Nolan, et L'Armée des Morts, Dawn of the Dead, hein, pour le coup, pas Army of the Dead, Snyder, c'est pas du tout l'éloge au réalisme, c'est c'est la peinture en mouvement, donc on est sur quelque chose qui va magnifier, si tu veux, qui va magnifier des ambitions filmiques et qui va surtout magnifier des sujets qui traitent du absolument pas réaliste. Superman, déjà, sur le terme, sur un point de vue réaliste, toutes les présomptions divines, ce qui va faire de 300 avec les géants, les cyclopes, les créatures, etc. Bon, t'es pas du tout dans l'ordre du réaliste. Il est victime de son talent, il a tellement d'idées qu'il désire tout mettre dans son film. Exemple, BVS qui comporte 3 histoires, comme le combat, Batman, Superman, Doomsday et Lex Luthor. C'est possible. C'est possible qu'il est pas... Après, à l'exception de Justice League, où j'ai pas vu passer les 4 heures, c'est vrai que dans le cinéma de Zack Snyder, on peut lui reprocher son rythme. Il a régulièrement des rythmes un peu bâtards dans ses œuvres. On l'a revu avec Army of the Dead, c'était le cas aussi dans Batman v Superman. C'est vrai que c'est pas forcément quelqu'un qui sait manier le rythme. Après, je pense que toutes les idées qu'il a, il a raison de les mettre, mais il faudrait mieux les rythmer. C'est vrai il a beaucoup il a beaucoup d'idées derrière lui. Hein. Snyder a toujours été incontournable. Lorsqu'il sort un film, c'est toujours un événement. Je pense que oui, maintenant, depuis... Il était attendu hein, avec 300. Et c'est justement... Alors après, il y a encore eu Watchmen. Et derrière, il s'est fait un petit peu plus oublier. Hein, de 2009 à 2013, Le Royaume de Gaoul et Sucker Punch étaient des films, entre guillemets, un peu plus intimistes. Pour moi, Sucker Punch, c'est le film le plus intimiste, si j'ose dire, de Snyder. C'est vrai que depuis qu'il est revenu avec Man of Steel, bon, il est toujours plus ou moins resté dans le même univers. C'est peut-être aussi pour ça qu'on l'attend. Man of Steel, BVS, Justice League, Zack Snyder Justice League, bon... Tu sens que c'est toujours... tu sens que c'est toujours des œuvres similaires. Là, il revenait avec Army of the Dead, et c'est aussi pour ça que moi, j'étais vraiment curieux de voir ce qu'il allait donner avec son retour au film des morts, parce que même s'il l'avait déjà fait, là, on sortait enfin, si tu veux, depuis... ça faisait depuis 2011, hein, et encore, c'était Sucker Punch. Et après, il y avait Watchmen, ouais, donc ça faisait très peu de fois, il était sorti du cinéma de super-héros, finalement. C'est ce que je disais, c'est pas non plus quelqu'un qui va prendre énormément de risques. Il a un tempo jazzy, parfois hors temps, c'est vrai, mais c'est à mes yeux pour renouveler l'intérêt du spectateur. C'est possible aussi, ouais. 300 Rise of a Empire, non, il est au scénario. Naissance d'un Empire, il est au scénario, mais c'est pas lui qui réalise. Naissance d'un Empire, c'est Noah Muro, le réalisateur du film, qui a entre autres fait... Bah, écoutez, même Wikipédia français n'en sait rien, donc c'est qu'il a pas dû faire grand-chose.
Smart People en 2008, avec Dennis Quaid, et puis 300, La naissance d'un empire. Je suis pas convaincu qu'il ait fait grand-chose de vraiment extraordinaire. Mais non, il est au scénario. Avec la Snyder Cut, la scène de Lex Luthor, on comprend pourquoi le mec était agi et psychotique. Et la réplique où il dit que les médecins d'Arkham l'a soigné excelle comme réplique. Le Justice League répond à énormément de questions qu'on pouvait se poser. Oui, c'est aussi là que j'ai trouvé très intéressant, du coup, qu'on laisse l'opportunité à Snyder de proposer son film. Je terminerai là-dessus parce que je pense que de toute façon, c'est le mot d'ordre. Laissez aux créateurs, laissez aux auteurs, laissez aux visionnaires, et j'ai pas peur de dire le mot, l'opportunité de créer. L'opportunité d'avoir une vision et l'opportunité d'avoir des films tels qu'ils veulent être. Ne bridez jamais les réalisateurs qui ont une vision, parce que quand on voit ce qu'a donné Justice League, on se dit, c'est 4 heures, c'est presque un péplum, et c'est quelque chose. Dans la manière dont il va rafistoler son film, dont il répond à beaucoup plus d'interrogations, dont il va traiter ses personnages, c'est fort. C'est fort et ça mérite d'être beaucoup plus étudié que ça. Et c'est dommage, malheureusement, qu'il ne l'ait pas plus proposé. La question, c'est donc de savoir, sans l'optique de Warner Bros. De rattraper Marvel, Snyder a-t-il prévu 5 films pour raconter l'histoire de la Justice League, ou aurait-il fait différemment? Avec des sites, tu sais, je sais pas, mais je pense qu'il y aurait eu... Là, on est en 2021. Si... Alors, il y a la mort de sa fille aussi, malheureusement, qui a joué dans l'équation. Mais si on était... dans un autre espace-temps et qu'en 2017, Justice League Snyder Cut était sorti, je pense qu'on aurait déjà eu peut-être 2, voire 3 autres volets. Enfin, peut-être le deuxième et le troisième volet, pour moi, serait peut-être déjà sorti. Parce que Snyder, il faut aussi dire que c'est un énorme bosseur. C'est aussi pour ça que je le respecte, c'est que c'est un mec qui bosse constamment. Il adore ça, c'est un fan, c'est un passionné, et passionnant avant d'être un réalisateur. Et je pense qu'il aurait maintenu maintes et maintes et maintes scènes pour pouvoir prendre un maximum d'avance, parce que c'est un mort de fin de travail. Il n'est peut-être pas arrivé à la bonne époque, trop en avance sur son temps. Bah pour moi, sur certaines situations, notamment artistiques et esthétiques, c'est lui qui l'a façonné, le temps d'aujourd'hui. On peut pas dire que Zack Snyder n'a pas créé quelque chose dans une histoire du cinéma. Si on regarde 300 et qu'on se dit, ouais, esthétiquement, on aime ou pas, mais le mec, il a vraiment créé quelque chose. Avec des si, on mettrait Whedon en bouteille. Ah putain, bah... En bouteille, en prison. Eh, on sait pas, c'est la même chose. Moi, je trouve qu'il aurait fallu un film entre Man of Steel et BVS pour expliquer comment Luthor comprend tout aux Kryptoniens. C'est ce que disait Ivan sur la vidéo avec Durandal. Ouais, mais après, on sait pas ce qui s'est passé avec la Warner en interne. Peut-être que ça les intéressait pas non plus. Peut-être que derrière, ils étaient pas... Je pense qu'ils étaient pas forcément convaincus de l'idée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dommage, mais dans tous les cas, ça reste dans l'ordre de... C'est Zack... Pour moi, c'est Zack bridé Snyder. J'ai rarement vu un réalisateur aussi bridé, avoir autant de difficultés à faire des films. Je voyais le Fossoyeur de film récemment là qui disait pour vous quel est l'archétype du film maudit ou alors du film chaotique par excellence. Je pense que putain, si on prenait pas les films mais un réal, Zack Snyder, il a pas compliqué pour lui quand même hein, de la carrière qu'il a eue, réussir à garder l'envie et à vraiment vouloir aller au bout. C'est aussi pour ça que moi je trouvais que Justice League était un film assez émouvant en soi, mais quand on voit tous les problèmes qu'il a eu, ce qu'il y a eu avec sa fille, etc., moi je trouve que c'est une belle revanche et c'est beau de voir ça. C'est beau de voir, même si c'est sur un support streaming, etc., on dira ce qu'on veut là-dessus, mais je trouve ça beau de laisser à un réalisateur l'opportunité d'aller plus loin et d'avoir vraiment... Comment te dire et d'avoir fait ça dans les conditions qu'il l'a eu, après tout ce qu'il a été malheureusement, après tout ce qu'il a vécu, après toutes les galères qui lui sont arrivées, lui donner l'opportunité de dire d'accord, carte blanche, vas-y, fais. Ça, je trouve ça bien. Puis voilà, c'est vrai que quand il dédie son film à sa fille à la fin, c'est forcément très émouvant. Mais il y en a beaucoup, hein, des films chaotiques, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Il y a énormément il y a énormément de cinéastes, je pense à Fincher, on en reparlait tout à l'heure sur Alien 3. Là, on me cite effectivement Josh Trank avec Les 4 Fantastiques. Je pense que Ant-Man s'en sort plus que bien, même si je suis... Voilà, c'est pas le meilleur Marvel, mais Ant-Man s'en sort bien vu Edgar Wright qui part à la fin du projet. Que dire des Nouveaux Mutants? On reste dans des films un petit peu entre guillemets tout public, mais les nouveaux... dans le genre projet chaotique, projet maudit, les Nouveaux Mutants,
c'est quand même quelque chose. Il y en a eu beaucoup, hein, des films comme ça, où tu te dis, putain, franchement, même, je vais vous dire, même Jurassic, hein. De là d'où vient Jurassic World, projet hybride. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Durandal là-dessus, mais puis vous connaissez mon objectivité légendaire quand on parle de Jurassic World, mais Jurassic World, t'arrives avec un projet d'hybride, de raptors qui sont plus ou moins pas domestiqués, mais dont un respect mutuel est établi avec Chris Pratt. T'arrives avec ce scénario-là, 15 ans après Jurassic Park 3, alors qu'entre-temps, on avait Jurassic Park Extinction qui devait quand même nous donner des dinosaures qui devaient être armés, moitié hybride, moitié humain et tout. T'arrives avec ce produit-là, et surtout après Fallen Kingdom après, bah c'est presque miraculeux, hein. Parce que c'est toujours important de connaître la jeunesse des projets. Faut pas non plus dire, même un projet comme Fun Game, je sais pas si le film est encore là, mais même un projet comme Fun Game, c'est un projet qui a été fait au lance-pierre, où il y a eu que 5 ou 6 jours de tournage, parce qu'il avait, même, 7 jours, je crois, il a été plié en 7 jours, je sais plus, je l'avais vu dans ma vidéo que j'avais faite, avec un budget de lance-pierre, des reshoots à droite à gauche, filmé à Los Angeles, il a fallu refaire tout en catastrophe pour qu'on fasse pas l'impression que ça ressemble à New York. Bah là, pour le coup, c'est un projet rêvé, quoi. C'est pas un projet maudit, mais enfin, tu te dis, les mecs, ils sont capables de faire ça en 7 jours. Fun Game, c'est un film qui est impressionnant, hein. Ouais, t'as Uncharted. Uncharted, le film, il sent pas bon. Puis alors, bon, il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Je suis désolé, moi, mais comment il s'appelle Mark Wahlberg en Sully, pour moi, ça matche pas. On parle de projet chaotique. Pourquoi pas parler de The Hobbit aussi? Je trouve qu'en ayant vu la vidéo de Monsieur Bobine, c'est hyper flagrant. Oui, pareil. Pareil. Tu confonds pas avec la MGM? Confonds pas avec quoi? Bah la MGM, non, non, je confonds pas particulièrement. J'étais pas parti du principe de parler de la MGM. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets aussi de la MGM qui ont été assez tumultueux, hein. Je trouve que Aquaman est un bon film d'ici et un très bel hommage au film des années 90. Le Aquaman est un film pour moi où il réussit dans sa réal et dans son propos. James Wan a fait un très bon boulot avec des réelles idées de mise en scène, contrairement à Patty Jenkins. Bah, disons qu'au moins James Wan, on lui a donné plus ou moins carte blanche et James Wan, il a aussi proposé une filmographie et une mise en scène propre à James Wan. Patty Jenkins, c'est simple, elle a fait du Snyder, mais c'est du sous-Snyder parce qu'elle n'est pas à la hauteur des ambitions. Elle n'est pas à la hauteur du talent de Snyder. À part mettre la musique propre à de toute façon ce qu'avait fait Snyder dans 300, parce que la musique est très proche, le thème principal de Wonder Woman, proche des thèmes de 300. À part reprendre cette musique-là et puis mettre des ralentis à outrance et une utilisation du fond vert qui, malheureusement, quand tu t'appelles Patty Jenkins, c'est dégueulasse, pas grand-chose à soutenir hein, de Wonder Woman. Alors que James Wan, pour moi, lui, il a eu beaucoup plus, à mon avis, de liberté, de matière artistique en s'émancipant un peu de ça. Et oui, pour moi, Aquaman était un film très, très sympa. De toute façon, charisme de Jason Momoa, ça fait beaucoup de choses. Hein. Pour le coup, moi, ce qui marche pas, c'est l'acteur de Spider-Man. Je refuse de retenir son nom. En Nate, je supporte pas cet acteur. Tom Holland. On embrasse la Hollande. Bien sûr, on embrasse les Pays-Bas. On embrasse Memphis Depay. Le beau Memphis, comme on l'appelle dans le milieu. Eh ben, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis parce que j'ai trouvé les films Spider-Man avec Tom Holland tellement médiocres. Mais j'ai trouvé Tom Holland intéressant dans son rôle de Spidey que j'ai pas d'avis. 50-50. Si tu veux un bouquin pour comprendre l'univers de Nolan, je te conseille le livre Christopher Nolan, La possibilité d'un monde, c'est passionnant. Ça marche, merci beaucoup Félix pour le don, bah, je regarderai ça. Bon, Nolan, je connais un petit peu son univers, hein, parce que je pense que n'importe quelle personne qui apprécie un peu le cinéma, ça reste un réalisateur qui est très intéressant à développer. Je suis assez d'accord, moi, sur le fait que j'aime beaucoup aussi ce qu'écrit Jonathan Nolan, parce que Jonathan Nolan, quand tu vois ce qu'il est capable de faire dans Westworld, c'est super pertinent. De saison en saison, hein, moi je trouve pas qu'il y ait vraiment de baisse de régime. Beaucoup de gens ont moins aimé la saison 3, mais je trouve qu'il a un talent d'écriture, ce mec-là, puis c'est l'autre du réalisme, donc la possibilité d'un monde, voilà, c'est ça, c'est comment rendre possible l'impossible, la possibilité du réalisme. Moi, c'est ce que j'avais vu, et je terminerai là-dessus avec Nolan. Ce que j'avais trouvé vachement intéressant, moi, dans Interstellar, c'est que ce qui est marrant, c'est que t'avais... Alors, Gravity, j'ai toujours trouvé ça très surcoté, moi. Mais avec Interstellar, il y avait l'idée de dire que c'était un film
qui en fait pouvait expliquer tout le reste de la cinématographie de science-fiction. Interstellar est tellement un film réaliste dans sa mise en scène, dans sa scénographie et dans la manière dont il apporte le scénario, que si tu regardes Interstellar, tu crois limite au voyage dans l'espace, tu crois dans les voyages un petit peu dimensionnels, enfin pas dimensionnels, mais dans les navigations extraspatiales pour aller vraiment loin dans le temps. Et avec Interstellar, t'es capable ensuite de te dire, d'accord, on a eu Interstellar. Interstellar serait possiblement peut-être le film qui ensuite, dans le même univers, a donné Alien, Starship Troopers, etc. Parce que c'est le précurseur des films qui ont été capables de te faire croire à toi, spectateur, que c'était possible de voyager dans le temps. Là où Alien, Starship Troopers, Star Trek, etc., bon, on est toujours parti du principe que oui, on y arrive, le 5e élément, bon bah oui, on sait voyager dans l'espace. Mais comment? Pourquoi? Comment on a pu faire ça? Et ben Nolan, il te le montre, je trouve, avec Interstellar. Et c'est pour ça que j'ai trouvé Interstellar vraiment bon. La deuxième heure et demie, je trouve qu'il se touche un peu sur son propre cinéma et sur... Putain, les gars, regardez comment je suis bon. Je suis en train de vous faire des mind games de l'espace. Je déteste quand Nolan fait du Nolan histoire de vouloir faire réfléchir son public parce que c'est du Nolan et il faut qu'il te mette du brainstorming à outrance. Ça m'a moins plu, moi, la deuxième heure et demie du film. Mais la première heure et demie sur un film de quasiment 3 heures, c'est un bijou visuel, c'est un bijou. C'est... Même, je repense à la photographie du film, à certaines images, etc. C'est incroyable. C'est incroyable. Je préfère Tom Holland à Timothée Chalamet. Mais Timothée Chalamet, j'ai l'impression qu'il est guère apprécié. Je demande toujours pourquoi, parce que c'est quand même un acteur qui vient juste de débuter, puis qui a quand même qui a quand même quelques bons films à son actif. Je pense que c'est quelqu'un qui sera capable d'avoir une belle carrière derrière lui. C'est vrai qu'il est globalement assez peu apprécié, hein, bizarrement. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage quand on connaît le bonhomme, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Et c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. Est-ce que ce live vous a plu? Est-ce que vous l'avez trouvé intéressant? Évidemment, on parle pas de toute la cinématographie Zack Snyder, vous vous doutez bien qu'il en faudrait des heures. Moi, je voulais juste partir sur vraiment une thématique propre. Peut-être qu'un jour, j'en ferai une vidéo, mais je pense que tout a déjà été plus ou moins bien dit par mes collègues sur Snyder. Mais je voulais prouver que pour moi, c'était vraiment un auteur. La différence entre auteur populaire et auteur blockbuster. Et surtout, vous dire que pour moi, ouais, c'est un vrai créateur qu'il faudrait justement laisser naviguer dans l'univers, laisser au créateur l'opportunité de créer. Puis ce qui est bien, c'est qu'on a fait beaucoup de thématiques différentes à travers plein d'autres réalisateurs. Donc c'est très cool. C'est très cool. Je vais juste regarder quand même en direct qui a gagné la Ligue Europa pour pouvoir vous donner en gros plan ma réaction. Où en est-on? Un partout entre Villarreal et Manchester United avec un but d'Edinson Cavani. J'en ai rien à foutre. Voilà, merci, bonsoir. Voilà, merci. Non, parce que si c'est Villarreal, je suis content parce que quelque part, ça veut dire que c'est ce bon vieux Unai Emery qui gagne sa 77e Ligue Europa d'affilée. Hein, donc c'est bien quand même pour lui. Et puis si c'est Manchester United, je suis content parce que j'aime bien Manchester United. Donc voilà, on n'a rien à péter. Passez à tous une excellente soirée. On se retrouve demain. Je termine en gros plan parce que j'adore ça, bordel. On se retrouve demain pour un live qui sera peut-être intéressant pour certains d'entre vous aussi sur le doublage. 10 comédiens qui font aussi du doublage qui m'ont donné envie d'apprécier et d'aimer la VF. Parce que je pense que c'est aussi important. J'en ai souvent parlé de la VF, mais je vous ai jamais donné mes grandes icônes de l'univers de la VF. Ça pourra peut-être vous intéresser. Puis après, vendredi et dimanche, on reviendra sur Twitch. N'oubliez pas, dimanche de midi à minuit, on est en live 12 heures pour 5 jeux différents, 4 ou 5 jeux différents, un grand quiz et un apéro des plus saillants. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup pour les dons. Merci Félix, qui a été le seul à faire des dons ce soir. Donc merci Félix pour les dons comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Bisous.